Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 111 du Dreamcast Show, ou devrais-je dire bienvenue sur la mock draft officielle du Dreamcast Show 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Et qui dit événement spécial dit dispositif spécial, puisque pour faire cette draft, cette mock draft, eh bien je ne suis pas seul, nous avons tout un dispositif d'élite, un dispositif spécial pour l'occasion. Je vais tout vous expliquer juste après le jingle. En tout cas, le concept de la mock draft, j'imagine que vous le connaissez. On va faire les pics 1 à 14 et je vous explique le concept juste après. Hop, avant de commencer, je me permets de reprendre la parole rapidement pour bien vous expliquer le concept et pas que vous soyez offusqué par le résultat de ce que vous allez écouter. Parce que justement, c'est pas une mock draft comme vous avez l'habitude de voir et d'entendre et de consommer. Et c'est là un peu tout le principe, justement. Donc je vais vous expliquer le principe, même si je le réexplique après, mais j'ai trouvé que je ne l'avais pas expliqué très clairement. Donc je préfère que ce soit bien clair pour pas qu'il y ait de malentendus avec vous, les auditeurs. Le principe, c'est que, vu que nous, de toute façon, on ne voulait pas faire une mock draft comme tout le monde, entre guillemets, sans être condescendant ou quoi que ce soit, juste on se dit ça peut être fun d'apporter une approche un peu différente, et vu que de toute façon on ne peut pas deviner la vérité, et si vous voulez deviner la vérité, mettez les notifs de Vosges, j'allais dire, mais non, de Shams, et bien le but c'est de faire un peu un jeu de rôle et de prendre justement des gens qui n'ont pas scouté les prospects, à savoir FD et Azad, et eux de les mettre dans la position de GM. Et comme ça, ils n'ont pas du tout le biais d'affect qu'on pourrait avoir nous, qui les avons vus, qui les avons suivis un peu toute l'année. Et donc, le but, c'est vraiment de drafter un peu à l'aveugle sur une vente, sur un profil un peu rapide. Et du coup, c'est pour ça que vous pouvez avoir des choix un peu farfelus, entre guillemets, mais c'est là tout l'intérêt. Tout l'intérêt, c'est d'avoir une réflexion un peu différente et de mettre des gens qui suivent énormément la NBA et un peu moins les prospects dans une position de faire, eux, l'état des lieux et du coup de faire un choix en n'ayant aucun biais d'affect, je le répète. Donc voilà, c'est aussi beaucoup de fun, un peu de second degré. Donc si vous êtes scandalisé parce que vous avez un prospect en 5 dans votre board et qui part que en 12 chez nous, je ne dis pas de nom, ne nous insultez pas en commentaire. Voilà, le but de l'épisode, c'est aussi d'avoir un exercice un peu de pensée et de prendre beaucoup de plaisir. En tout cas, moi j'ai adoré vraiment faire cet épisode, c'était vraiment très cool et ça amène à des résultats d'expérience qu'on ne pouvait pas prédire à la base. Donc voilà, je vous libère et je vous dis bon épisode. Alors, bienvenue à tous et pour ce dispositif spécial, nous avons avant tout des GM. Nous avons les GM, on devait avoir les GM de NBA, on devait avoir Isaiah Thomas, Joe Dumars, on devait avoir tout cela. Daryl Morey, malheureusement, ils nous ont planté au dernier moment, donc ce sera FD et Azad qui représenteront les GM. Comment ça va les gars ? Ouais. Ça va super. Ouais. Très hâte. J'ai l'impression d'être aussi fatigué qu'un GM NBA. On a bien bossé aujourd'hui avec Azad. Mais ouais, très content d'être là et puis très content je vais pas spoiler l'invité, mais je suis très content d'enfin parler avec lui puisqu'on n'a pas eu l'occasion de se parler. Enfin l'autre GM, non, l'autre scout. Et voilà, let's go quoi. Ouais, moi je suis très content d'enregistrer depuis l'Alsace finalement, terre de basket, donc en espérant que ça va un peu plus m'inspirer que l'air grenoblois finalement. Et d'ailleurs, Adam Abal, qui aurait pu être un prospect, de ouf. a signé à la SIG aujourd'hui. Exactement. Ouais. Dédicace à Alan du coup, puisqu'il était à Santa Clara avec Alan cette année, Adam Abal. Et l'année dernière aussi, il l'a suivi pendant 2 ans, tout à fait. C'est ça. Et donc, si on a des GM, il nous faut aussi des scouts. Et donc, dans le rôle des scouts, il y aura moi-même, mon humble personne, mais il fallait quelqu'un pour redresser le niveau. Et donc, on est très content de le recevoir une deuxième fois.
Matt du podcast 76 qui avait fait le profil de Colin Murray Boys avec nous et de Dunk Hebdo. Salut Matt, comment tu vas ? Salut, je suis ravi de revenir en tout cas, c'est super. Je suis un gros auditeur évidemment du Dreamcast Show. Baptiste était venu sur 76. On parle de prospects, c'est super. Les Sixers en plus sont impliqués dedans. Pour un show en plus où il y a énormément de questions, donc c'est encore plus cool. Donc hâte de parler de tout ça, franchement ça va être sympa comme concept. J'ai beaucoup aimé quand tu me l'as présenté en tout cas. Ouais, alors le principe, vous l'avez peut-être deviné dans les grandes lignes, mais c'est assez simple. On va avoir du coup des GM, donc FD et Azad qui vont un peu se relayer, qui vont un peu nous donner des lignes directrices et ce qu'ils feraient, quelle direction ils prendraient. Et nous, avec Matt, on va essayer de leur présenter 1, 2, 3 prospects. Bon, pour certains pics, on va leur présenter un prospect et basta. Et au final, ce sera eux qui trancheront. Donc voilà, est-ce que j'ai été clair ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Azad ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Tout est bien, tout est nickel, c'est parfait, c'est bien organisé. Je pense qu'on peut dérouler direct, hein. On peut commencer avec le premier choix. Hein. C'est tout à fait. Le premier choix, qui veut faire le GM des Mavs ? Du coup, moi je vais faire le GM des pics impairs. Des pics impairs. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous avez tradé Luka Doncic en février ? Alors, en fait, la réalité c'est que depuis 3 ans, on a une défense qui est moins bonne que la moyenne NBA. Et moi, Nico Harrison, persuadé que la défense fait gagner des titres, je suis du coup à la recherche du prospect défensif parfait pour aller du coup à côté d'Anthony Davis, Daniel Gafford et Derek Lively et vraiment construire un 5 majeur, une forteresse. Donc non, vraiment le but de cette draft, c'est d'avoir un joueur qui puisse jouer à côté de Anthony Davis et qui permette en fait d'aller vers là où moi ma philosophie de jeu tente d'aller, qui est de construire la meilleure défense possible et du coup c'est un peu ce que je recherche avec ce premier choix de draft. Est-ce que vous saviez que vous auriez le premier choix de draft en février, monsieur ? En fait, Adam m'a appelé un soir d'hiver et moi j'étais au bord de ma cheminée et je me disais c'est vrai que je suis un peu coincé là dans ma situation actuelle et Adam me dit écoute Loulou, moi j'ai un petit problème, c'est que les Lakers, ils ont bientôt plus LeBron James. Ce qui m'arrangerait, c'est de pouvoir leur envoyer Luka Doncic. Je comprends bien que de but en blanc comme ça, l'offre soit pas très intéressante. Du coup, ce que je te propose, c'est que toi, tu vas faire un peu flinguer le reste de ta saison. En plus, tu as Jason Kidd comme coach, donc ça devrait pas être très compliqué. Tu nous blesses Kyrie Irving, tu nous le mets sur le côté. Et tu arrives à juste rentrer dans la loterie. Et après, moi, je te mets Cooper Flag, comme ça, au moins, je te mets le premier choix de draft, tu choisiras bien qui tu veux, wink wink, et suite à ça, au final, tu te débrouilles, quoi. Donc, est-ce que c'est un peu le plan qu'il avait en tête ? Et moi, comme je pense que la défense fait gagner les titres et que j'adore rendre service à Adam Silver, je suis allé boire un café avec mon ami Rob Pelinka et j'ai envoyé Luka Doncic se faire balader en Californie. Très bien. Franchement, je suis convaincu. Matt, est-ce que alors oui, on va arrêter, mais oui, évidemment que ça va être Cooper Flag. Mais toi, globalement, du coup, je peux un peu te laisser la parole. Qu'est-ce que tu penses rapidement de Cooper Flag aux Mavs ? De toute façon, le truc, c'est qu'on le sait à la draft, quand t'as le premier choix, tu prends le meilleur talent dispo. Même si, admettons, c'était les Celtics premier choix qui sont blindés d'ailier, tu prends Cooper Flag, tu te poses pas trop de questions. Je veux dire, c'est un peu la règle et ce serait une erreur de pas prendre autre chose. Après, en termes de Mavs, Azad a parlé en rigolant de la défense fait gagner des championnats, mais en tout cas, je pense que là, en termes de défense, ils vont être servis, parce que c'est vrai qu'on a affaire à un top prospect défensif. Même moi, j'avoue que je préfère sa défense que son attaque. Je sais que vous en aviez un peu parlé quand vous aviez fait son profil. Il y a des choses en attaque qui, je pense, vont demander de l'attente, de la progression, mais autant c'est vrai que la défense, je trouve, elle est vraiment très bonne. Donc, en tout cas, s'ils veulent une défense élite, déjà avec Cooper Flag, Anthony Davis, plus Derek Lively, tout ça, je pense que là, ils vont être servis. Ouais, en réalité, moi j'ai l'impression que c'est un peu
il y a un aspect un petit peu idyllique dans la situation où je suis en tant que GM, c'est que je vais pouvoir mettre à côté d'Anthony Davis un autre très bon défenseur. Et vraiment, c'est con cette idée, mais tu vois, le fait d'avoir vraiment promu le fait que la défense gagne des titres et pouvoir drafter un profil, bon, c'est pas un prospect défensif générationnel comme Wemby ou Davis et tout, Oui. mais de ce que j'en ai lu et de ce que j'en ai vu, c'est tellement fonctionnel dans la NBA moderne que c'est super intéressant d'avoir comme profil. Et tu dis qu'en réalité, si Davis se blesse pas, les Mavs peuvent vraiment devenir une des meilleures défenses de la ligue. Et c'est quand même important de noter qu'ils l'ont pas été depuis un moment. Et en plus, du coup, ils n'ont pas que ces deux gars-là en profil défensif, parce que du coup, l'équipe qui avait été construite l'été dernier avait aussi eu pas mal de renforts défensifs avec Najee Marshall. En plus, il y a encore Gafford et Lively qui vont peut-être être échangés. Du coup, ouais, le choix est évident et c'est sûr que je vais aller chez Cooper Flag. Très bien, très très bien. Donc premier choix Cooper Flag et tu peux donc laisser la parole à ton collègue, c'est ça? Exactement, mon collègue qui est à ma gauche. Qui est Brian Wright. Bonjour. Right. How are you? Right, that's me. Bah écoutez, moi les San Antonio Spurs, deuxième pick de la draft. Situation un peu bizarre avec la blessure de Wemby dont on sait pas trop, mais il a l'air de bien kiffer son petit séjour en montagne chez les Shaolin. Bah chez nous en fait, la situation est quand même plutôt sympa parce qu'on a déjà notre prospect générationnel et puis on a Stephen Castle qui a confirmé l'année dernière. On a cet ajout de De'Aaron Fox dont on sait pas trop quoi faire, mais du coup au niveau des gardes, on a l'air pas si mal que ça. Le souci, c'est que même avec l'ajout de De'Aaron Fox, la blessure de Wemby a pas aidé, on reste une attaque quand même pas si bien que ça. On est 20e, on est 19e en paint touches, donc on n'arrive pas à mettre la balle beaucoup dans la raquette, et on est 24e au free throw rate. Donc moi, le profil que je chercherais, ce serait un profil plutôt d'un scoreur extérieur, de quelqu'un qui est capable de générer des paint touches et qui est capable d'aller sur la ligne, afin de compléter un petit peu ce qu'on a très bien vu Stephen Castle, mais plutôt sur un profil assez complémentaire avec Stephen Castle. Au pire, si ça fonctionne pas trop sur ce pic-là, allons chercher quelqu'un avec de l'upside, puisqu'on pourra à la limite l'ajouter dans un trade. On a pas mal de jeunes avec qui je pense ont un potentiel, des Keldon Johnson, des Jeremy Sohan, même De'Aaron Fox, qu'on pourrait utiliser dans un gros trade pour aller chercher une deuxième superstar. Donc allons chercher quelqu'un avec un upside maximum, prenons un risque, et si on a un profil de quelqu'un qui peut aller driver dans la raquette et générer des paint touches, ça me paraît super. Ok. Du coup, c'était un peu la question, c'est on draft vraiment au potentiel entre guillemets quoi. On prend le joueur qui a le plus de chances de ressortir comme le haut profil quoi. Ouais, c'est ça. Prospect. Au deuxième choix, on réfléchit pas trop au fit. On va chercher l'upside. Ouais, ok. Même si à Wemby, on est d'accord. Ouais. Ok, du coup, bon, là aussi, vous vous doutez de qui ça va être, mais est-ce que, Matt, toi, tu as quelqu'un en tête avec les critères que nous a donné FD et surtout, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un débat en deux ou pas? Non, moi je pense qu'il n'y a pas de débat. On le dit souvent, c'est une draft à deux. En plus, FD, il a parlé de paint touches, ça tombe bien. Il y a Dylan Harper, 70% au cercle. Enfin, c'est un joueur qui va très souvent, voire, et peut-être pas exclusivement, mais énormément au cercle, qui finit de manière élite. Le playmaking est bon. Il est peut-être pas dans l'élite, c'est pas non plus un manipulateur élite de défense, mais en tout cas, pour fendre les pick and roll, les lectures sur pick and roll, c'est intéressant. Je comprends qu'en termes de fit, quand t'as déjà Fox, quand t'as Castle, tu vas du coup rajouter Harper, tu te dis bon, ça fait un peu une superposition de guard. Le truc, c'est que Fox, ils l'ont pris, mais ils l'ont eu pour pas cher finalement. Ça peut aussi te servir pour un asset futur. Tu peux très bien l'échanger la saison prochaine. Si par exemple Dylan Harper te donne satisfaction, Stephen Castle il est toujours dans un contrat rookie. Puis ce qui me plaît bien avec ce joueur, c'est que je trouve qu'il joue plus grand que ce qu'il est. Moi, j'ai aucun mal à le voir même, tu vois, à le voir associer les trois sur le terrain, en tout cas en défense.
je pense que ça me poserait pas trop de problème d'avoir Fox, Harper et Castle. Castle pourrait très bien être capable de tenir sur quelques postes 3, je serais pas étonné, il est quand même assez costaud. Donc, moi j'ai envie de dire, les Spurs, faut tenter le coup. Si ça se trouve, tu vas drafter un super joueur. Et si tu draftes plutôt au fit, et que par exemple, je sais pas, tu prends un Knuppel, un Edgecombe, quelqu'un comme ça, mais qui du coup, oui, ce sera bien en termes de fit, mais finalement, en termes de talent, tu vas te retrouver avec Fox, puis tu vas peut-être te rendre compte que ça marche pas très bien avec Wembanyama, du coup, tu vas te retrouver un peu coincé. Alors que là, si tu as déjà Harper et Wembanyama en très forts joueurs, je pense que ça peut énormément changer la donne. Donc moi, j'irais vers le meilleur talent dispo et vers Harper. Bah écoutez, ça me paraît très bien. Et moi, du coup, pas de. On peut faire jouer Castle et Harper ensemble. Ouais, moi, je pense que oui. Je pense que oui. Alors, tu auras des problèmes sûrement en termes de spacing. Après, c'est des mecs qui peuvent jouer off the dribble, donc qui peuvent attaquer un close-out, puisqu'ils peuvent déjà, je pense, attaquer à partir de rien. Et puis avec leur passing, tu vois, tu peux quand même faire vivre un collectif, même si forcément, en termes de spacing, ça peut poser quelques questions. Allez, bah let's go. Let's go pour Dylan Harper, du coup. Eh ben allons-y pour Dylan Harper. Et c'est vrai que j'ai bien aimé l'argument de... Bah, en fait, au pire, tu auras des trades, tu auras l'asset le plus valuable dans un trade, quoi. Donc, Cooper Flag en 1, Dylan Harper en 2. Et là, je suis très excité puisque la vraie draft commence. Et puis, je rencontre quelqu'un qui a un peu changé le basket puisque c'est Daryl Morey. Comment allez-vous, monsieur? Eh bien, écoutez, j'ai demandé à mes tableurs Excel ce matin comment je me sentais. Et mes tableurs Excel m'ont indiqué que selon la météo, la pression atmosphérique et le rythme de la lune et des marées, je me sentais très bien. Donc je vais faire confiance aux analytics et je vais vous répondre oui. Et du coup, j'ai une question parce que là voilà, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Est-ce qu'on draft au potentiel, au fit, parce que vous voulez gagner tout de suite, vous voulez win now, monsieur Moret. Donc quelle direction on prend? Euh, Moi, j'ai un petit problème avec cette équipe, c'est que contrairement à celle que j'avais à Houston, je manque un petit peu de spacing. En tout cas, le spacing que j'ai actuellement ne me convient pas et ça fait un moment qu'il ne me convient pas depuis en réalité 2 saisons jusqu'à l'époque où j'avais un peu plus de Tyrese Maxey off-ball et je pouvais jouer soit avec Harden comme créateur, soit Joel Embiid en créateur. J'appréciais un peu plus le spacing que j'avais notamment avec Tobias Harris. Là, depuis... Après, il y a eu pas mal de blessures, il y a eu pas mal de contretemps, entre guillemets, plus dû au karma, à la chance qu'en réalité aux choix qui ont été faits. Mais je sens bien que j'ai des limitations au niveau de mon spacing. Et le rêve, ce serait donc d'avoir, grâce à ce choix de draft qui nous permet d'avoir un joueur de qualité avec un salaire moindre, et vu les chèques que j'ai signés sur les dernières saisons, ça pourrait être pas mal d'avoir un joueur qui est performant et qui a un bon rapport coût-qualité-prix. Ce serait un joueur qui puisse apporter du spacing. Le rêve, ce serait d'avoir en plus du spacing un aspect connecteur et qui puisse défendre et rester sur le terrain. Parce qu'en réalité, des porteurs de balles, j'en ai. S'ils sont tous en bonne santé, j'en ai presque trop parfois. Mais un de mes porteurs de balles, Tyrese Maxey, je le préférais un peu plus off-ball et j'aurais besoin d'un autre profil comme ça. Et le but, ce serait de pouvoir relayer ces 3 stars que j'ai, Embiid, Paul George et Tyrese Maxey, toujours en garder au moins une ou deux sur le terrain, plus ce 3e choix de draft qui serait du coup un bon complément des 3, donc un shooter, connecteur qui soit capable de rester sur le terrain en défense. Ok. Je sais pas ce que t'en penses, Matt, mais je trouve il y a 4 profils potentiels avec un peu cette liste de courses, on va dire. Ouais, j'en ai 3, moi, que je vois. Et bah, J'en tu vois peux nous 3. dire lesquels, hein. Dis-nous lesquels. Bah, le plus évident, quand j'entends spacing et connecting, bah, en plus, on en a parlé tous les deux avec Baptiste quand il est venu pour 76, c'est Con Knuppel. Surtout que tu parles de rester sur le terrain en défense, mais on voit beaucoup un peu sur Twitter, des fois. Je pense que c'est un peu son aspect physique où tu te dis il va pas être bon en défense, mais quand tu regardes le film de Knuppel, quand même, tu vois que, enfin moi en tout cas, j'aime bien sa défense. Il manque un peu comment dire, d'athlétisme entre guillemets,
de navigation d'écran. Enfin, il n'est pas non plus très rapide quand il faut naviguer un écran, ce genre de choses. Par contre, défense positionnelle, intelligence en défense, savoir quand taguer le roller, quand faire un close-out, enfin tout ce qui est placement, en tout cas défensif, je trouve qu'il est bon. Et puis il y a un aspect un peu sous-estimé, c'est qu'il a du coffre en termes de... Il est épais comme joueur. Donc c'est pas un joueur que tu vas non plus pouvoir bouger très facilement. Donc ce côté-là me fait un peu espérer qu'en NBA, ça tiendra. Je dis pas que ce sera forcément un défenseur positif, mais moi je le vois bien être au moins un défenseur neutre. Et qui dit défenseur neutre, je pense que ça peut rester du coup sur le terrain. Et si on revient à l'attaque, moi je trouve que c'est exactement ce qui manque aux Sixers. Enfin, t'as parlé de spacing, mais moi je dirais même il manque de playmaking dans cette équipe. Joel Embiid, Tyrese Maxey, Paul George sont... Alors Embiid a progressé, surtout sous Nick Nurse, en faisant des systèmes un peu plus avec du mouvement de joueur, des mouvements de ballon. Maxey, on le sait, bon, playmaker correct, mais sans rien de transcendant. Enfin, il fait les passes qu'il doit faire quand il y a une ouverture, mais c'est plus un joueur qui va essayer d'aller scorer parce que son gros défaut, c'est qu'il a un peu un drive à une seule vitesse. Paul George est capable de faire un peu de playmaking, mais c'est pareil, il n'y a rien d'élite. Donc en fait, t'as pas de playmaker d'élite depuis que James Harden est parti, et t'as pas non plus de connecteur extrêmement fort. Par exemple, si je prends l'exemple d'un Dante DiVincenzo, t'as pas ce genre de joueur. T'avais par exemple D'Anthony Melton, qui était pas mal à une certaine époque, qui est parti. Et c'est vrai que du coup, il y a un peu un trou béant. Bon, il y a Quentin Grimes qui est arrivé quand même en deuxième partie de saison, qui remplit un peu ce rôle-là, mais j'ai envie de dire des connecteurs, plus t'en as, mieux c'est. Et c'est vrai que je trouve que lui coche énormément de cases. Enfin, moi, je le vois même, il a un plancher assez safe, je le vois pas trop échouer dans la NBA, même s'il y a peut-être pas un upside de fou, même si moi, je crois quand même il peut y avoir un upside, mais c'est vrai qu'il y a peut-être pas un upside de fou, mais je pense que tu auras un rôle déjà défini day one avec Knuppel. Bah, on peut proposer vite fait d'autres profils quand même. Je pense que ça peut être intéressant. Et bah, du coup, il y a Edgecombe, VJ Ouais. Edgecombe, qui revient pas mal dans la vraie vie aussi, qui pour le coup est pas du tout un shooter en mouvement comme ça, mais on va dire, je pense que c'est un bon connecteur, mais qui a un gros problème, c'est le dribble, mais pour le coup qui est beaucoup plus fonctionnel athlétiquement et qui a peut-être aussi un peu plus d'upside défensif, mais qui a quand même, je pense, un shoot qui est pas... peut-être que les premières saisons il sera pas respecté, mais il y a aussi un côté un peu plus process. On va dire ça, c'est plus si on met le curseur vraiment sur la défense. Et sinon, il y a Trey Johnson. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est un bon shooter aussi. Et je pense que c'est celui qui a un peu le plus d'upside de création, que ce soit création de tir, qu'il a déjà pas mal. Mais aussi, je pense, il y a un peu de création à la passe, qui est un peu, comment dire, un peu sous-estimé dans son profil. Donc je pense qu'il y a ces trois profils qui sortent du lot. Je sais pas si c'est les trois que tu avais en tête aussi. Ouais, c'était ça. Bah, alors Edgecombe, c'est vrai, il revient souvent plus ces derniers temps. Quand tu vois, moi, c'est vrai que sur les trois, c'est celui où je suis le moins chaud parce que il y a quand même Enfin, en fait, lui, je vois vraiment, il y a un plancher pareil assez safe, mais Knuppel, je le trouve plus haut en tout cas. Enfin, le process, comme tu as dit, il est meilleur. Edgecombe, j'ai un peu ce problème-là où le connecting il est bien, mais il est quand même beaucoup moins bon que Knuppel. Par contre, je vois vraiment pas l'upside avec ce joueur-là. Et puis, ce qui me dérange un peu, c'est aussi les mensurations. Comme tu as dit, il y a par contre l'upside défensif où des 3, c'est large. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, Day One, c'est le plus fort et je pense que c'est celui qui a le plus de potentiel. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il faille. Je crois qu'il fait il a été annoncé 6-4 ou 6-5. Ouais, Ça aurait été bien qu'il fasse, tu vois, 6-7 avec, je sais pas. Bah, en fait, s'il faisait les mensurations de Trey Johnson. Ouais. Là, ça changerait la donne quand même, tu vois. Parce que Trey Johnson, il fait 6-7 et il a une envergure de 6-10. 6-10, je crois, ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà les trois profils. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle, Azad? Ouais, bah en réalité, en voyant un petit peu les profils, j'ai du mal à comprendre quel serait l'intérêt de pas prendre Con Knuppel. En fait, j'ai l'impression que dans tous les mondes où parce que du coup, dans tous les mondes où je trade pas et je draft mon troisième choix, dans le contexte actuel des Sixers, je vois pas un monde où il y a quelque chose qui fit plus dans ma recherche. Du coup, on va se retrouver avec deux joueurs de Duke sur le podium, mais je vais prendre que Knuppel. Allez, Con Knuppel en 3. Et c'est donc désormais au tour
des Charlotte Hornets. Et ouais, Et les Charlotte Hornets, comment il s'appelle le GM des Hornets? c'est plus Michael On Jordan, était écrit. si j'ai bien suivi. Mais il a jamais été GM. Il a jamais été Si, GM, mais c'est... Il a été GM. Ah ouais Si. Il n'a pas été Jeff GM ou alors des Wizards. Peterson. Ah oui, et après et c'est là qu'il est sorti de sa retraite après. Et après, il était juste proprio. Oh là là, il a Ouais. une carrière. Qu'est-ce qu'on fait aux Hornets, mon ami FD? À part déprimer, tu veux dire Ouais, à part ça, par Ouais. exemple. Ok, bah non, parce que bon, enfin, une année de plus, un peu en enfer. Bon, on va pas se mentir, le fait que on ait la Melo Ball et notre ami Brandon Miller qui joue pas beaucoup la saison dernière, ça a pas arrangé les choses. Ceci étant dit, on a toujours une attaque horrible, malgré la présence de la Melo Ball. On était 29e attaque la saison dernière. Alors, collectivement, on est quand même capable de générer des tirs à 3 points. On était 11e l'année dernière en fréquence. Par contre, on a un petit problème, c'est qu'on n'est pas capable de les mettre. Alors, on n'est pas capable de les mettre, 28e efficacité à 3 points l'année dernière. Donc moi, je me tournerais plutôt là-dessus, sur un mec capable de mettre des tirs à 3 points. Puisque du côté de la création, bah, on sait que la Melo Ball, on peut lui donner énormément d'usage et qu'on va être capable de générer des bons tirs. Brandon Miller a déjà ce côté secondary playmaking qui est quand même assez sympa. Donc, pas forcément besoin de trop rajouter de playmaking. S'il y en a, ça peut être, c'est toujours du bonus. Mais moi, du coup, ce serait plutôt un profil de tireur à 3 points. Parce que je rappelle que je suis le GM des Hornets. Et donc, pour moi, Miles Bridges est un élément indéboulonnable de ma franchise et il doit être sur le terrain. C'est pas mon avis personnel. Mais c'est l'avis du GM. Donc voilà, l'usage de Miles Bridges. Le coach, par contre, me demande qu'on ait quelqu'un d'autre qui puisse le prendre. Il n'y a pas que le coach qui vous demande ça d'ailleurs. Je crois qu'il y a la terre entière. Il y a la terre entière. Qui demande que Miles Bridges. Donc voilà. Donc un mec capable de mettre des tirs à 3 points, ce serait super. Qu'est-ce que vous avez en stock? Alors, bah, déjà, je pense qu'on a les deux qu'on a dit avant. Ouais. Donc, Trey Johnson et VJ Edgecombe. En gros, VJ Edgecombe, comme dit, profil plus de défenseur playmaker défensif sur le ballon, on va dire. Pas forcément parfait off-ball, mais intéressant sur le ballon, qui a un tir, pas du tout un tir en mouvement, mais on va dire un tir de catch and shoot de fin de chaîne, et qui a ce côté un peu athlétique, menace de lob, menace de cut, etc. Sinon, on a Trey Johnson, qui est du coup un peu le côté plus, un peu moins aérien, un peu moins d'upside défensif, mais plus grand. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi un côté un peu plus flexible, je trouve, athlétiquement souple, et qui est, comme dit, un bien meilleur shooter, excellent shooter. Donc ça, c'est le rappel des deux qu'on a proposés potentiellement avant. Est-ce que tu en vois d'autres, Matt, qui pourraient être intéressants et du coup qui apportent un minimum de spacing si on suit un peu la logique? Moi, j'en vois pas d'autres, à part s'ils veulent tenter Ace Bailey. Parce qu'il y a quand même s'il y a bien quelque chose qu'il sait bien faire, c'est shooter. C'est shooter. Donc au moins, tu auras un shooter. Surtout que je trouve que son shoot en mouvement, c'est peut-être un truc qui est un peu sous-estimé, plutôt que de parler que de shot-making avec lui. Je trouve que justement, moi, du film, ce que j'en ai retenu, c'est je me dis, ouais, par contre, en tant que shooter en mouvement, mais en catch and shoot, avec sa taille, même si en plus il y a un mec qui fait un close-out, bah, il peut shooter par-dessus. Donc pourquoi pas, franchement, ça pourrait se tenter. Alors ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on sait que c'est un peu une franchise bancale, les Hornets. Alors je suis pas sûr que ça lui rende service, parce que le garçon a quand même l'air d'être, d'ailleurs d'être assez spécial. Il a refusé apparemment des workouts, des trucs assez bizarres. Donc ouais, le truc le plus safe, j'ai l'impression, c'est Edgecombe. Vu qu'en plus t'as la Melo, c'est vrai que bah, du coup t'as déjà ton créateur principal, lui il viendrait à côté pour défendre et mettre ses 3 points, plus un peu de playmaking, de connecting. Après c'est vrai que si tu veux miser un peu sur le star bet, comme tu dis, c'est vrai qu'il faut plus aller sur Trey Johnson. Ouais, moi j'ai une petite question quand même sur VJ Edgecombe, c'est nous on adore Miles Bridges, on souhaite le garder. Est-ce que le profil est pas un peu redondant? Même avec la draft de Tidjane Salah l'an dernier?
Bah, T-John, il s'est un peu fait mal au pouce quand même à un moment dans la saison, donc on lui fait plus trop confiance. Mais non, vraiment, moi VJ Edgecombe, quand vous m'en parlez, un espèce de poste 4 qui a pas encore trop de tir, un peu de Ah, c'est playmaking. plutôt un poste Ouais, c'est 2. plutôt. Ah ouais, non, ouais. un garde, ok. Il fait 6-4, donc Ah ouais, grosso il était modo, pas annoncé plus grand lui. il était annoncé plus grand et surtout avec des plus longs bras. Ouais. Et finalement, il a que 6-7 d'envergure, donc c'est un peu Ouais, la soupe à la grimace. ouais, vous me vendez pas trop le truc hein, non plus. Je pense que je vais rester sur Trey Johnson pour le côté shoot. Et puis on ira chercher un Uber athlète à la VJ Edgecombe autre part, quoi, par trade, où on fera confiance encore à Mike Allez. Hodges. Allez, donc on part sur Trey Johnson en 4. Donc Cooper Flag, Jalen Harper, Con Knuppel, Trey Johnson, place au pick 5. Le pire bilan de l'an dernier, le Utah Jazz. Bienvenue. Alors, bonjour, Danny N Junior. Je crois que c'est Danny N Junior. On n'a pas de pick à vous donner. Ah non, c'est même pas Danny N Junior, c'est Danny N c'est- Choco en fait. C'est- Danny Ainge, Mais il a recruté son fils dans le staff. Danny Ainge. Alors, bon, moi dans l'état des, j'allais dire dans l'état d'ébriété, dans l'état des choses, et ce qui est l'état d'ébriété d'un roster NBA, Mhm. j'ai pas beaucoup de talent. J'ai pas beaucoup de talent, mais j'ai l'impression que dans tous les cas, plus je tank, moins j'ai des bons choix de draft. Donc, il serait peut-être temps de retourner se battre pour le play-in, parce qu'apparemment, c'est comme ça qu'on obtient des premiers choix de draft. Donc je vais pas le faire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais drafter au talent. Parce que dans tous les Ok. cas, je vais échanger mes assets. Colin Sexton, je vais les changer. Walker Kessler, je vais les changer. Lauri Markkanen, je vais les changer. Et je vais construire autour de rien du tout. En fait, je vais construire autour de ce que vous allez me proposer. Et Kyle Filipowski, Isaiah Collier et Keyonte George. Mais en réalité, l'un comme l'autre peut disparaître. Donc vraiment, je vais prendre le meilleur joueur possible. Alors, arrivé là où on en est maintenant, qui est-il? Matt, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'en vois 3 potentiellement. Il Ben- y en a un qui est risqué. En fait, la question c'est est-ce qu'on va sur un. On est d'accord? On va sur un profil plutôt créateur de jeu, puisqu'il veut Oui, un peu construire c'est autour ça, de ouais. ça. Ouais. Donc, ouais, moi j'en ai 3 aussi, ouais. Vas-y, dis-nous les tiens. Moi, j'avais Derrick Queen, Jeremiah Fears ou Kasparas Jakusionis. Ouais, bah j'ai les mêmes. Et pour le coup, est-ce qu'il y en a un, toi, sur lequel tu as envie de défendre, que tu as envie de défendre plus que les autres? Bah, au vu du Jazz, peut-être plus Jakusionis. Même si Derrick Queen pourrait se défendre, mais après ça dépend qui tu gardes aussi, même si Azad a dit qu'il garderait personne. Mais par exemple t'as Kessler, c'est vrai que Queen Kessler c'est pas terrible quand même. Par contre Jakusionis, je pense que ça peut être intéressant avec son playmaking. En plus playmaker de grande taille, c'est un peu je trouve ce qui leur manque. Donc même s'il garde un peu quelques jeunes par-ci par-là, au moins je pense que lui, tu peux miser un peu sur. Il peut y avoir un certain potentiel, en tout cas. Le playmaking est vraiment bon. C'est vrai que le seul truc qui me dérange chez lui, c'est les turnovers. Je trouve qu'il perd énormément de ballons. Mais après, je pense que la créativité en passing et le fait qu'il soit grand aussi, rien que ces deux choses-là, je valent le coup en tout cas d'être misé pour une équipe comme le Jazz qui tombe en 5. Où pour le coup, tu as vraiment envie d'avoir un joueur, un potentiel porteur de balle ou créateur, quoi. Ouais, et puis ce que j'aime beaucoup avec Jakusionis, c'est que je pense qu'il a un peu les situations où je le préfère à Illinois, c'est des situations de création en mouvement, en fait, ou pas mal sur des zooms ou des choses comme ça. Et finalement, ça, on pourrait complètement le retrouver au Jazz. En plus, le tir, je pense qu'il l'a et c'est son meilleur, ses meilleurs skills. Il a aussi des skills, pardon, de connecteur. Donc, je pense qu'il y a un plancher qui est quand même assez cool avec lui pour défendre un peu les autres. Du coup, pour quand même créer un petit peu de débat. Fears, on va dire, c'est un profil, je crois, qui a 1 an de moins.
et qui est vraiment un gros créateur de décalage, gros handle et même une belle capacité à descendre super bas son ballon, etc. Mais qui a pas forcément de tir, est pas forcément ultra vertical en fin de drive, et on va dire son decision making est un peu plus à polir. Donc voilà, 1 an de plus, mais on va dire un peu moins avancé au niveau du passing. Et le troisième, je sais même plus quel. Ah oui, Derrick Queen, t'en as parlé. Vous connaissez mon amour pour Derrick Queen. En tout cas, je sais pas si c'est mon amour, mais plus ma fascination pour Derrick Queen. Mais c'est sûr que c'est un pari un peu plus risqué. Et si vous voulez être complètement fou, Yegor Demin, 2,08 m, meneur de jeu, mais c'est à peu près. Enfin, il fait des super passes, mais c'est à peu près tout, quoi. Je pense que le Lituanien avec le nom imprononçable m'a l'air d'être quand même la piste la plus solide, mais moi il y a quelque chose que j'aimerais faire, et peut-être que ça peut vous donner une autre piste sans qu'on aille peut-être trop loin sur le Jazz, mais j'ai quand même l'objectif, c'était quand même de échanger Walker Kessler, parce que de par son contrat et par le fait de la recherche de protecteurs de cercle en NBA actuellement et un peu de menace verticale, j'ai vraiment l'impression que je peux récupérer de la valeur de Walker Kessler, et du coup je me dis, si je prends Yakouchionis, ça serait un joueur avec lequel en fait j'aimerais potentiellement que les deux jouent. Alors que si j'échange Walker Kessler, j'aimerais potentiellement aller chercher un peu du talent à l'intérieur. Est-ce que parmi tous les joueurs de la draft encore disponibles, vous voyez un joueur qui aurait potentiellement un gros upside sur lequel on puisse un petit peu bâtir quelque chose, où en réalité à l'intérieur il y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent? Vous pouvez dire non, hein, s'il y a rien à l'intérieur que vous pensiez qui vaille plus le coup que Yakouchionis au talent, je prendrais Yakouchionis. Bah, moi, c'est un profil qu'on a fait ensemble. Moi, il y a Colin Murray-Boyce que j'aime beaucoup. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un truc à aller chercher avec ce joueur-là. Il y avait quelques flashs de drive, moi, que j'avais bien aimé. Il y a aussi du passing, bon, qui est pas élite, mais en fait, il y a un handle qui est pas mal. Il y a un passing que j'aime bien. Et ces deux trucs-là, le fait qu'il fasse 6'6 avec une envergure de 7 pieds, c'est un gros défenseur aussi, donc c'est un joueur assez complet. Et en tout cas, ça peut valoir le coup d'être pris à cette place-là, je trouve. Moi, personnellement, je trouve ça. En fait, dans la description que vous faites, je pense que tourner une attaque autour de Murray Boyles, c'est pas un scoreur assez dangereux et un passeur assez génial. Après, mais vrai c'est un super défenseur. Est-ce que avec Will Hardy, ça peut pas avoir du sens, surtout que j'ai déjà Keyonte George et Isaiah Collier, bon, qui sont deux porteurs de balles inefficaces. Mais en réalité, j'ai très peu de choses à me mettre sous la main qui me fassent passer un cap, entre guillemets. Et est-ce que CMB, vu que j'arrive pas à prononcer son nom non plus, peut pas me faire passer un plus gros cap que Yakouchionis? C'est un peu ma question, c'est un peu là où je m'interroge. Mais bon, vu que dans tous les cas pour l'instant j'enchaîne les drafts de porteurs de balles et que j'arrive pas à en trouver un efficace sur lequel je peux compter, je vais continuer là-dedans et je vais prendre Yakouchionis. Très bien, très très bien. Vendu, bah c'est votre choix, hein, c'est pas moi qui fais. c'est vrai, exactement. Exactement. Et oui, Will Hardy va repartir une année de plus en dépression et c'est moi qui paierai les frais de thérapie. Et on passe la main au pic le plus français en tout cas la franchise la plus française de NBA, puisque c'est les Wizards. Qu'est-ce qui se passe? Assez jeune, hein. Alex Sarr, Kishon George qui parle français, Bilal Koulibaly. La dernière fois qu'il y a un duo de Français qui a autant sauvé Washington, c'était la guerre d'indépendance, quoi. Alors, comment on va faire pour prendre notre indépendance à Washington, justement? Alors moi, j'ai peut-être une question avant qu'on parle de profil. Est-ce que c'est possible de drafter des mecs qui ont plus de 30 ans? Parce que c'est vraiment ma cible en ce moment. Attends, non, il n'y a pas de rookie, il n'y a pas de mecs à la draft là qui ont un petit 32-33 ans, fin de carrière. J'ai réfléchi. Non. Dommage.
Donc, Il y en avait un, je crois qu'il y en a un qui a 28 ans là. Chad. Comment il s'appelle? eh ben, je le garde dans un coin de ma tête. Chad Bakar Mazara, Eh ben, super. qui est retourné en NCAA et qui a 26 ans. Ouais. Eh ben, je le garde dans un coin de ma tête parce que j'aime bien quand même avoir beaucoup de jeunes, mais pas les faire jouer tant que ça parce que je veux être compétent pour je ne sais quelle raison. Non, plus sérieusement, j'en ai un peu marre de drafter au fit dans la loterie. Johnny Davis, par exemple, Corey Kispert. C'était un bon choix. Hein. Jonathan Givony m'avait dit que c'était un bon choix. Eh ben écoute, si Jonathan Givony... en vrai, moi j'adorais Johnny Davis à Wisconsin aussi, donc coupable, guilty. Par contre, ouais, donc du coup, en fait, drafter au fit, ça m'intéresse plus trop. J'ai plein de petits jeunes qui sont quand même sympas. Bilal Koulibaly, son début de saison défensif est magnifique. Alexandre Sarr a eu un petit peu de mal au début, mais on voit quand même l'upside et son profil quand même ultra grand, qui a un peu de tir, qui a de la rim protection. Au poste 5, ça te permet quand même de prendre un pari sur un poste 4 qui a peut-être un petit peu moins de défense. Du coup, moi je suis un peu ouvert à tout. J'ai pas encore trouvé mon guy. Est-ce que sur les joueurs qui restent, vous avez encore un potentiel guy, c'est-à-dire un mec qui peut être ma première option offensive, qui à terme peut vraiment porter mon attaque? Est-ce que vous avez encore ça? Oui. Vas-y, Matt. Ouais, bah en plus, je pense qu'on va avoir le même. J'ai vu que tu avais tweeté là-dessus tout à l'heure, mais ouais, moi, alors j'en ai deux, que je vais quand même dire le deuxième. C'est les mêmes que tout à l'heure, hein, c'est Derrick Queen et Jeremiah Fears. Mais comme tu décris, je trouve qu'un 4 où tu peux te permettre moins de défense, créateur. C'était peut-être un peu orienté comme. Ouais, t'as un peu décrit Derrick Queen, du coup. Non, mais Après, c'est vrai que si la tu... défense, il y a CMB aussi. Mais... Oui, c'est vrai. Alors, t'as moins, je pense, le côté peut-être upside, starbet que Derrick Queen a, mais en tout cas, si tu veux prendre un risque et avoir un joueur qui a un potentiel, lui, il peut l'avoir, en tout cas, si ça clique. Et ce qui est bien, ouais, c'est avec Sarr, moi, j'aime bien, parce que Sarr, en fin de saison, j'ai pas mal regardé, et c'est vrai que le shoot, bon, les pourcentages sont pas encore là, mais des fois, avec les grands, ça vient un peu plus tard. Mais je trouve quand même que le jump shot est bon, donc je vois pas pourquoi à terme ça viendrait pas. En tout cas, il les prend, donc je pense qu'en termes d'associer les deux, ça me plaît bien en tout cas. Avec tous les autres joueurs qu'il y a autour, ça te permettrait de créer un peu une attaque, surtout qu'ils ont des sets intéressants, les Wizards. Ouais. Tu peux créer un peu une attaque rapide avec Derrick Queen qui fait un peu le hub offensif dans tout ça, donc moi j'irais là-dessus en tout cas. Ouais, et comme dit, sinon pour vous proposer un peu d'autres choses, un peu les profils qu'on a dit, Murray Boys un peu plus défensif, et Fears qui est vraiment un meneur de jeu, et puis sinon je pense que c'est un peu ça, mais comme dit, si vous prenez Derrick Queen, déjà il vient de Baltimore, c'est un ancien fan des Wizards quand il était plus jeune, faut que vous lui fassiez confiance, faut que vous l'alimentiez de ballon, quoi. Bah justement, je trouve que dans cet effectif, alors à part Jordan Poole qui peut avoir tendance à prendre un peu le ballon, on a pas mal de mecs qui, hors ballon, dans le mouvement, sont sympas. Et comme l'a dit Matt, c'est vrai que les sets de Washington étaient vraiment pas mal l'année dernière. Je pense à Bilal Koulibaly qui est de mieux en mieux sur les coupes. Justin Champagny qui a pris de l'importance sur la fin de saison et qui, hors ballon, avec sa gravité au tir, est quand même très très sympa. Corey Kispert, pareil. Alex Sarr, pareil, il peut aussi exister sans le ballon. Donc je me dis, offrir une alternative au playmaking de Jordan Poole avec Derrick Queen, ça me paraît super comme option. Et puis il y a l'option Alex Sarr derrière pour couvrir un peu défensivement. Donc laissons-le dans le Maryland, il n'aura pas besoin de trop déménager. Et prenons notre ami Derrick Queen. Allez, Derrick Queen est donc un Wizard. Et c'est là qu'entrent en piste nos amis les Pélicans. Comment allez-vous? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait autour de Zion? Parce que là, Zion, il est mignon, hein, mais ça fait quand même... Il est en NBA depuis 2019. J'ai fait mes calculs de mathématicien, ça fait 6 ans. Et il a toujours pas joué un match de play-off. Il a que joué un match de play-in. Il a mis 40 points. Mais il serait temps qu'on gagne autour de lui là, non? Ouais,
il serait temps qu'on gagne autour de lui, mais qu'on construise autour de lui. Donc ce qu'on va faire par exemple, on va couper une piste tout de suite. Si vous me proposez Brandon Ingram de 18 ans qui fait pas de passe, alors que je me suis débarrassé de Brandon Ingram il y a 6 mois, je vais dire non. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir du spacing et de la protection de cercle à côté de Zion Williamson. Alors là, Ouais. je sais pas ce que vous en pensez, ce que t'en penses, Matt, mais là, vous demandez quand même un prospect qui est très spécifique et qui n'existe pas forcément parce que il y a des bons protecteurs de cercle, même des très bons, je pense, encore disponibles. Il y a des joueurs un peu plus spacing, mais finalement, bah, Ace Bailey, c'est vrai qu'il apporte quand même le shoot et bon, pas de la vraie rim protection élite, plutôt secondaire voire tertiaire, mais j'ai du mal à voir un joueur qui, je sais pas ce que t'en penses Matt, mais qui apporterait de la rim protection vraiment, je pense, un peu primaire ou vraiment de bon niveau, et du spacing quoi. Bah, sinon, il y a Edgecombe qui a toujours pas été pris. Mhm. Alors lui, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un meneur. Enfin, il a le corps d'un meneur, on va dire. Il est petit. Enfin, petit. 6'4", c'est pas non plus très petit, mais disons c'est poste 2 en termes de taille. Mais lui, il peut offrir quand même un peu de protection de cercle à son poste. Il est intéressant là-dedans. Moi, je le préfère même plus dans sa défense hors ballon que sur ballon. Et moi, je pense qu'à côté de Zion, c'est pour le coup, à côté d'un gros créateur comme ça ferait sens. Où tu auras un peu aussi ce profil de connecteur. Et il peut très bien jouer à côté de Trey Murphy et Herb Jones. Au moins, je pense que tu aurais des super défenseurs, en tout cas, à côté de Zion. Tu aurais le côté aussi shoot à 3 points, comme on a dit, connecting. Et Bailey, bah ouais, je suis d'accord aussi. Je pense pas non plus que ce soit comme Brandon Ingram. Il a pas le même régime. Enfin, faut le forcer à pas avoir le même régime de tir, disons. Et il Parce n'a que pas le c'est même sûr. passing surtout. Ouais, ça c'est sûr. Mais c'est peut-être pas plus mal que. Enfin, en tout cas, si les Pélicans, si le coaching staff le moule bien, et c'est peut-être mieux en tout cas qu'il y a un gros créateur comme ça à côté de lui, mais s'il le moule bien dans ce qu'il doit faire, c'est-à-dire, bah, t'es un joueur off-ball au final, et tu vas faire que des shoots à 3 points, on va te faire des sets où tu vas faire des sorties d'écran, et puis avec la gravité de Zion, bah, tu vas pouvoir prendre des shoots à 3 points. Si tu le moules vraiment que là-dessus, et que tu lui fais, bah, comme tu as dit, la protection de cercle secondaire, je pense que ça peut être un bon choix aussi. Et sinon, je viens d'avoir une idée, mais pour vraiment, on va dire, donner toutes les options possibles, bah, c'est vrai que dans le profil décrit, il y en a deux qui me viennent un peu en tête. Alors, biais de récence, parce que c'est aussi peut-être les deux derniers que j'ai vus. Mais là, pour le coup, c'est pas du tout là où ils sont attendus à la draft. Donc ce serait un vrai pari de les prendre à cette position. Mais c'est Rashir Fleming et Carter Bryant. Alors, on va commencer par le plus âgé. Mais Rashir Fleming, ce qui est assez fort avec lui, c'est ses mensurations à la draft qui sont sorties. Et il est vraiment, vraiment immense dans le sens où il a une envergure de 7 pieds 5 et il fait 6'8", donc il va faire 6'9 avec les chaussures. Donc en gros, on est sur un joueur de 2,08 m avec une envergure de grosso modo presque 2,30 m, 2,25 m on va dire. Bon, pour le coup, il n'est pas ultra complet défensivement, je trouve. Navigation d'écran, sur le ballon, il est assez lourd aussi parce qu'il est très costaud. Mais c'est un super low man. Et pour le coup, il apporte ce côté spacing. Alors, c'est pas du tout du shoot en mouvement. Et il y a un peu la question parce que ces 2 premières années de NCAA, c'était pas terrible. Mais dans les corners, en tout cas, je crois il a plus de 40% dans les corners. Donc voilà, il y a Rashir Fleming, ce serait un peu un reach, mais il y a ça. Et sinon, il y a Carter Bryant, qui pour le coup est un phénomène défensif encore plus important. Et bon, le shoot, il a vraiment un tout petit échantillon, mais il était à 37%, 69% au lancer franc, donc sur quoi on s'appuie. Mais pour le coup, là, on a vraiment un joueur que je trouve vraiment plus vertical et horizontal, en fait. Donc voilà, je me permets de les proposer. Je sais pas si tu as un avis là-dessus, Matt, ou si on relaisse la parole à Azad pour trancher. Ouais, Carter Bryant, c'est vrai que Fleming c'est peut-être un peu haut. Et Carter Bryant, c'est pas celui que j'ai le plus vu, mais c'est vrai que le shoot,
Bon, pas trop. C'est vrai que par contre, le finition au cercle, il est intéressant. Je crois qu'il finit à 70% au cercle. Et il y a un peu de passing aussi, quand même, également. Donc, Ouais. mais c'est Ouais. peut-être un peu haut aussi, également. Mais pourquoi pas après. Mais pour le coup, je pense que c'est peut-être aussi un des meilleurs défenseurs qui reste. Ouais. Comparé à un Bailey, je pense que c'est un bien meilleur défenseur. Par Ouais. rapport à Edgecombe, je pense que c'est un meilleur défenseur aussi. Donc voilà. Les profils sont faits. Il ne reste plus qu'à trancher. Bon, je crois que du coup je suis bloqué avec ma rotation intérieure. Yves Missy, Jeremiah Robinson Earl et Carlo Matkovic. J'ai compris que c'était pas la draft, que du coup j'allais pouvoir changer ça. Des profils qui m'ont été présentés, je vais peut-être tenter. J'ai peut-être tenté la surprise du coup avec Carter Bryant parce Oh, que oh. j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose de solide défensivement. Je pense qu'offensivement, j'ai les armes pour construire quelque chose de très intéressant. Et je pense que ça passera par la défense, la réussite de cette équipe autour de Zion Williamson. Et je pense que l'année où, malgré tout, malgré le manque de réussite au play-in, on a été les meilleurs récemment, c'est l'année 2023-2024 où on a plus 4,4 de net rating, ce qui faisait de nous à l'époque le sixième meilleur net rating de la ligue. Donc même si on perd au play-in, on a été en termes de différentiel la sixième meilleure attaque de la ligue. Et ça passait par une très bonne défense, huitième de la ligue, notamment avec beaucoup de turnovers provoqués et une capacité aussi à beaucoup limiter au rebond. Donc si pour vous deux, Carter Bryant est celui qui apportera le plus défensivement, en tout cas de ce que j'ai compris, je vais aller vers lui. Bah, en tout cas, je pense que c'est celui qui apporte le plus, qui est pas un intérieur et qui est pas un non-shooter. Parce que du coup, bah, défensivement, tu pourrais dire un Murray Boyles ou un Malwack. Mais il rentre un peu dans ce côté très horizontal des Pélicans, je trouve. Il a vraiment un énorme moteur aussi. Malwack, Donc, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début de l'émission, de ce jeune joueur de Duke. Mais est-ce qu'il y a un fit potentiel pour vous aux Pelicans ou est-ce que je me morfonds complètement? Bon, je pense que c'est compliqué. On est plutôt sur un rim finisher. Alors, il y a quand même un bon toucher de balle où il a, je crois, 77% au lancer franc. Mais bon, il a jamais pris de 3 points. Enfin, il y en a, je sais c'est un peu un rêve pour certains où ils disent, ouais, peut-être il y a un shoot. Mais en tout cas, on l'a jamais vu non plus dans un rôle vraiment qui crée, qui fait du passing. C'est vraiment un gros finisseur. Par contre, il est bon là-dedans. La défense est bien. Après, moi, je suis un peu comme Baptiste. Je suis pas non plus ultra fan. J'étais fan au début du profil. J'aimais bien. Quand tu vois les mensurations, tout ça, ça donne envie. Mais quand tu regardes un peu le film, j'étais un peu moins chaud sur lui. Mais c'est vrai qu'en termes de fit, ça me paraît compliqué. Surtout qu'il y a déjà Yves Missy. Ça ferait vraiment doublon pour le coup. ouais, c'est vraiment le même profil, quoi, je trouve. Donc, Ok. après, si Je me- on je- passe à côté du shoot, notre faute. Ok. My bad. Non, mais Ouais. dans la vie, il faut prendre. C'est vrai que je comprends un petit peu aussi peut-être le risque d'être en doublon avec Yves Missy qui se développe bien, mais qui lui n'aura. Bon, je vais pas dire qu'il aura jamais le toucher, mais en tout cas, s'il l'a, ce sera un plus grand miracle, même s'il y a pas mal de choses intéressantes, et je pense qu'au rebond, Missy sera très utile. Donc je vais aller sur Carter Bryant, du coup, Très bien. que j'ai Très découvert bien. aujourd'hui. Alors vraiment, là on arrive au pic, au moment qui vont être très très drôles dans l'émission, c'est qu'avec FD, on va drafter des mecs qu'on a découverts grâce à vous aujourd'hui. Et là, je pense qu'il va y avoir des sourires un peu. Là, il faut être très fort dans les descriptions, les gars. Ouais, là les gars, là pour l'instant on était un peu tranquille en mode bon, ok. Quand nous peut, on a fait les podcasts et tout. Là les mecs, va falloir être très bon dans vos descriptions. Là, c'est la deuxième mi-temps, c'est là que ça devient. Ouais, c'est là c'est qu'il va ça. falloir vendre. Va falloir vendre le produit vraiment très très bien, quoi. Il peut y avoir du panic move. Et Yves Missy, qu'on remercie aussi pour tous les vues qu'il nous a offert sur YouTube. Et on arrive justement, deuxième mi-temps, puisqu'on passe à la deuxième partie de la loterie, aux Nets. Les Nets, il n'y a quand même pas grand-chose, j'ai l'impression. Alors. Par un bon coach. Un peu de respect pour ma franchise, s'il vous plaît, monsieur le scout. Hein. Oh, pardon.
Mais c'est vrai que le constat est plutôt partagé. C'est que je sais pas trop ce que j'ai foutu. Enfin, si, je sais ce que j'ai foutu avec cette équipe. J'ai voulu tanker. Et puis je sais pas pourquoi. Il faudrait revenir aux règles d'avant où on avait tous 25% de chance de choper le premier pick quand tu finissais dans les 4 derniers là. Enfin, non, quand tu finissais le premier. Bref, vous m'avez compris. La loterie, c'est quand même un peu compliqué. J'ai une équipe où j'ai pas grand chose. Mon franchise player, alors, c'est soit Cameron Johnson, soit Cameron Thomas. Dans tous les cas, ça va pas m'emmener très très loin. J'ai Nick Claxton qui est un projet perpétuel, mais est-ce que c'est assez pour ne pas drafter un intérieur? Je ne pense pas. Donc vraiment là les gars, j'ai pas trop de directives, j'ai pas non plus de direction à donner à ma franchise. Donnez-moi du talent. Selon vous, quel est le joueur qui reste encore dans cette draft qui a le plus de chances d'être un mec qui peut changer ma franchise? Alors ça peut être dans le scoring parce on va prendre de tout. Ça peut être de la défense. On est une équipe qui est capable de créer des tirs à 3 points. On était une des plus grosses fréquences. Alors on n'a pas les tireurs pour, mais on sait les créer. On a un bon coach effectivement. Donc quel est le joueur que vous voulez donner à notre coach qui est notre seul dernier bon recrutement sur ces dernières années et espérer que ça devienne un peu le visage de la franchise? Bah, moi j'en vois un, en tout cas, qui reste, qui potentiellement peut devenir bon, peut-être pas une star, mais en tout cas, tu fais le pari. C'est Fierce, dont on a déjà parlé. Après, il y a un autre profil qui reste encore, c'est Edgecombe, parce que je trouve qu'en 8, ça le fait énormément descendre déjà, donc peut-être que ça vaudrait le coup de le tenter aussi, même si, bon, lui, on l'a dit, il y a pas de potentiel de star, mais en tout cas, ça peut être en tout cas un très fort role-player à terme. Donc moi je vois ces deux-là. Bailey pour moi c'est trop un danger. C'est typiquement le genre de contexte où j'ai pas du tout envie de le voir parce que autour de personne tu vas lui demander de créer tout ça. Typiquement le genre de contexte où il sera pas bon du tout. Edgecombe ça me fait moins peur parce que c'est plus un joueur qui saura se fondre quand même dans un rôle. Donc je pense que ça peut valoir le coup et Jeremiah Fierce, Baptiste en a bien parlé tout à l'heure. C'est le seul créateur de décalage finalement qui reste, même s'il y a les défauts de taille, de finition au cercle, tout ça, mais à part lui, en tout cas, j'en vois pas d'autres. C'est un mec qui quoi? C'est un mec qui drive énormément, c'est ça? Ouais, Gros qui athlète. drive énormément, mais qui est pas très efficace au cercle, qui a pas non plus un playmaking de folie. Enfin, comme il a bien décrit, Baptiste, pas un très bon decision making. Il est petit en plus, je crois que c'est 6'3, 6'4, donc il est vraiment pas très grand. La défense est problématique aussi. C'est vrai qu'en porteur de balle Tu principal... me vends pas ma future star, quoi, là. Le problème, c'est qu'on est en 8, quoi. Et... Ouais, non, de ouf, Bref, t'as raison de ouf. Mais c'est vrai que Ah ouais. si on veut miser sur l'upside, j'ai l'impression que c'est Jeremiah Fierce, quoi. Mais le truc, c'est est-ce que on va dire, quitte à ne pas miser sur l'upside, en Ouais. fait, est-ce qu'il vaut pas mieux prendre un joueur, on va Oui, dire, c'est ça, ouais. bon dans son rôle, et c'est pas grave, vous reviendrez l'année prochaine pour choper une star, plutôt qu'une star en laquelle vous croyez pas. Bah. Parce qu'après, vous allez vous retrouver avec un Isaiah Collier 2, Bah ouais. et vous allez revenir en 5 l'année prochaine. C'est un peu le risque avec Jeremiah Fierce. Effectivement, l'upside, c'est intéressant, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse lui donner un contexte dans lequel il va briller. Surtout que c'est un joueur qui vit qu'avec le ballon en main, j'ai l'impression. Enfin, Il y en a gros, pas trop, il y a plus de ballon. Grand-chose. Il y a plus de ballon chez nous. Donc, ouais. Après, moi, si je peux, j'avoue que je serais très, très client d'une association Cam Thomas et Ace Bailey sur le papier. Je pense que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, quand même. Pour l'expérience sociale, mais pas pour le basket, quoi. Ouais. Non, mais pour le coup, il y a quelqu'un dont on a parlé sur plusieurs pics et qui, pour moi, est assez intéressant aussi dans l'attaque où il y a pas mal de mouvements et Mm. de jeux de main à main. Que d'ailleurs, Matt avait fait une vidéo dessus qui est très très bien. Je vous la mettrai en commentaire sur l'attaque des Nets. C'est Colin Murray-Boyles, en fait, qui peut installer un peu Oui, un c'est côté vrai. défensif et un peu peut-être un mini hub offensif. Alors, l'association avec Claxton n'est pas terrible, mais Fears, je pense que quand même, ça reste. Si on veut faire un pari et si on va dire, on a le droit de se planter, autre prendre Fears. Et si vous voulez pas vous planter
et prendre un joueur quitte à, on va dire, une première pièce, quitte à ce que ce soit pas la plus brillante. Bah, Murray Boyles, ça me semble intéressant. Ou Edgecombe, évidemment, qui est encore dans les parages. Je pense que ouais, tu m'as bien vendu Murray Boyles. On a un peu besoin de défense, on empêche avec notre équipe de croqueurs. Parce que, bon, Fears, comme dit, si tu acceptes de potentiellement te tromper, ça peut être le dernier starbet de la QV. Même si j'en ai un à vous proposer très bientôt. Non, tu m'as parlé de défense, j'aime bien ça. Allons sur Colin Murray Boyles du coup. On valide? Bah, c'est moi qui décide, hein, donc oui, on valide. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, allons dans le Canada désormais, dans le froid canadien. Et là, je suis perdu. Je suis dans le brouillard. Très honnêtement, c'est la team quoi là. Je sais même pas comment décrire cette team, mais la team mi-distance, la team porteur de balle pas efficace. Qu'est-ce qu'on fait là? Je ne comprends pas que tu ne sois pas fan de l'association Scotty Barnes et RJ Barrett, Brandon Ingram. En fait, ce qui est ouf avec l'équipe qu'on a réussi à construire, c'est qu'on a fait des choix assez modernes avec Emmanuel Quickley et même Grady Dick, Jacob Poeltl en hub offensif. Il y a des choses intéressantes, même Agbaji en volume de cut, et c'est pas les seuls joueurs. Même tu penses que Jacoby Walter qu'on a pris il y a pas très longtemps à la draft sont aussi des choix assez disons pas novateurs, mais disons qu'on est un peu plus dans l'air du temps. Et de l'autre côté, on a l'autre partie de notre corps et la grosse partie de notre payroll qui est encore au Moyen-Âge en noir et blanc, avec du coup Scotty Barnes et Jay Barrett et Brandon Ingram en même temps potentiellement sur le terrain, alors qu'on parle de 3 joueurs qui sont à 30% d'usage et 95% de true shooting plus. Et bon, pour le coup, on a 2 très bons passeurs relatifs à leur taille et à leur poste avec Scotty Barnes et Brandon Ingram, mais on a un joueur qui fait un peu plus tâche avec RJ Barrett. Moi, ce que j'essaye de construire pour mon coach qui est brillant, parce que mon coach est brillant. Merci de le dire. C'est une équipe qui génère du mouvement et du coup qui va pouvoir bouger sans ballon. Moi, ce que j'aime, c'est quand mon coach il me construit des systèmes avec des stagger options loin du ballon, avec des twirls, avec même parfois des blind pigs, parce que vraiment c'est un fin gourmet. Du coup, moi ce que je vous demande un petit peu de me proposer, c'est un joueur qui du coup va se fondre dans cet environnement un petit peu où il y a beaucoup de mouvements sans ballon. Ou alors, si on regarde plus défensivement, je vais avoir besoin potentiellement de remplacer Jacob Poeltl, du coup plutôt un intérieur protecteur de cercle, parce que le profil de Jacob Poeltl a de la valeur sur le marché et je vais peut-être devoir l'échanger. À vous les studios. Vas-y Matt, hein, vas-y. Ouais, ok. Je te laisse la parole. Moi, j'en vois, pareil, j'en vois 2 potentiellement. Il y a toujours Edgecombe qui, je pense, peut bien se fondre là-dedans, justement, parce que je pense que lui, ce qu'il lui faut, c'est de ne pas être arrêté en attaque, c'est d'être mis en mouvement. Donc à Toronto, ça pourrait être sympa. En plus, il pourra apporter du spacing, ce qui manque à cette équipe. Puis au moins, ça te fera aussi de la défense arrière. Après, si on part sur un intérieur, moi j'aime bien le profil de Thomas Sorber, que je préfère à Malouache, parce que je sais qu'il est souvent associé aux Raptors, Kaman Malouache, mais j'ai un peu plus de mal avec lui. Avec Sorber, il y a quand même plus de playmaking, la défense, enfin moi la protection de cercle me paraît bien meilleure. Donc si en protecteur de cercle, j'irais plus vers lui. Après, je pense que quand même en 9, je tenterais plus Edgecombe, parce qu'il y a quand même le côté défensif, le 3 points, le connecting qu'on parle depuis tout à l'heure, qui en 9 il me paraît avoir là pour le coup trop de talent pour le passer, quoi. Ouais, franchement, dans le côté que Kazad a décrit de savoir jouer en mouvement, je pense que, comme dit Edgecombe, ce que j'aime bien avec lui, c'est quand même son côté, c'est un super joueur en mouvement, c'est un super connecteur. En gros, dès qu'il y a un peu de création pour lui, il peut vraiment bien aller là-dedans, et il est très switchable en défense, comme on a dit quand même. Et du coup aussi pour potentiellement
te poser la question. Je crois que tu l'aimes bien, mais pour apporter ce côté vraiment, pour le coup, ce serait très offensif. Mais connecteur et shoot, est-ce que Jace Richardson t'aimerais bien ou pas? Ça pourrait être intéressant. Après, il y a toujours Va falloir le problème. présenter à nos GM. Alors, Un petit ce qui est peu. intéressant, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, lui, si tu veux le mettre en mouvement, enfin, en fait, c'est un peu, comment dire, en attaque, je trouve, il fait ce que fait Edgecombe, mais en mieux, dans le sens où lui, il est très efficace au cercle. Il est, je crois, à quasiment 70%. C'est un joueur, par contre, qui est très orienté off-ball, mais par contre, quand il arrive dans une raquette un peu embouteillée, il a beaucoup de moves. Il est assez crafty, en fait, pour finir au cercle, ce qui explique un peu cette efficacité. C'est un bon shooter aussi à 3 points. C'est un gaucher. Bon, il était dans un contexte où on l'a quasiment pas vu en créateur principal, donc c'était vraiment exclusivement que du off-ball. Il y a un petit peu de connecting, mais pour le coup, sur ce côté-là, je préfère quand même Edgecombe. Le seul problème avec Jace Richardson, c'est sa taille, c'est qu'il fait 6'6". Donc c'est vraiment très très petit. Quand C'est vrai quand que tu dis 6'6", il fait 6 6'0". pour 0, ouais, c'est ça que je veux, un 6 6'0", footer. il fait Quoi. pas 6'6". Ouais. Par contre, je crois qu'il a une il fait la envergure taille. assez intéressante, mais Ouais, il a une envergure de justement 6'6", je crois. ok. Ouais. Donc il fait en gros 1,85 et 1,98 d'envergure. Voilà. Mais pardon, oui, je te laisse finir dessus. Non, mais du coup, c'est vrai que si tu veux un profil que tu veux mettre en mouvement et quelqu'un d'efficace, parce qu'il est à, je crois que c'est 64 ou 63 de true shooting, efficace à 3 points et au cercle, il a aussi un excellent flotteur. Enfin, je trouve que c'est un joueur qui est très analytics finalement, parce que efficace au cercle, efficace à 3 points, enfin, ça fait ressortir un peu aussi dans son true shooting. Par contre, si tu veux de la création, c'est sûr que tu n'en auras pas, mais voilà, les défauts, je dirais pas non plus un excellent défenseur, mais correct, et puis Ouais. la taille, quoi. Moi, j'ai mon département statistique qui m'a envoyé les mensurations de Monsieur Thomas Sorber. Ah oui. Assez intéressé, malgré que ce soit que 6'9", que ce soit une envergure de 7'6". Et ils m'ont envoyé aussi 2-3 extraits un petit peu de ses capacités à jouer un petit peu en tant que passeur, en tout cas d'avoir un petit peu de court mapping. Et du coup, j'ai l'impression de pouvoir potentiellement, pas remplacer Jakob Poeltl, mais de pouvoir entre guillemets faire un petit peu pallier là-dessus, le développer. Et du coup aussi m'en sortir à côté avec les trades que j'aurais à faire autour de tous mes ailiers qui peuvent pas mettre un ballon dans le panier, entre guillemets, mais qui défendent très bien et qui passent très bien. Donc c'est pas non plus des joueurs trop problématiques, c'est juste que l'environnement ne correspond pas. Mais du coup, je vais me laisser tenter par un petit sorbet d'été. Et je vais prendre notre ami de Georgetown, le freshman, Thomas Sorber. Waouh. Là, vous venez de me mettre une claque là. On est désolé, vraiment on découvre les profils, donc peut-être qu'on fait des gros dingueries, mais genre, en tout cas, nous on se régale. Nous, on l'a même pas présenté, on pensait qu'il était complètement hors de la discussion. Je l'ai juste vite fait évoquer, mais c'est tout. Mais ouais, Et mais voilà. du coup, on a un département un petit peu statistique à côté qui nous a envoyé plus d'infos, et du coup, bah, on était là, on a été pris un peu dans la rapidité. Les autres profils, bah, en tout cas, les autres profils vers l'extérieur, j'ai l'impression qu'on est déjà tellement bouché que j'ai l'impression que c'est Moi, celui qui court. j'aurais vraiment bien aimé Edgecombe à Toronto. Franchement, c'est un Ouais, joueur je qui, suis d'accord. en sortie de curl, en sortie de choses comme ça, il est vraiment excellent. Et bon, voilà, après, ce n'est pas notre choix. Ce n'est pas notre choix. J'ai peur que Edgecombe, dans l'état actuel des choses, n'ait pas assez de minutes. Et après le trade de Poeltl, je pense que je pourrais un peu plus miser sur Thomas Sorber. Mais ok. Et du coup, Matt, pourquoi tu préfères un Sorber à un Malouac, par exemple, toi? Bah, je trouve la protection de cercle est bien meilleure. Je le préfère en défense dans les placements. Même si Malouache en drop est pas si mal, mais il y a quelques défauts que Sorber, je trouve que c'est plus une encre défensive que Malouache. Et j'aime bien son passing aussi qu'il a pu montrer. Contrairement à Malouache, je trouve c'est encore un peu brut.
Donc ouais, c'est un peu pour toutes ces raisons que je le préfère. Ouais, bah pour le présenter rapidement, bah du coup Azad a dit ses mensurations. Et c'est vrai que je trouve un peu pour faire le profil rapidement, c'est pas forcément un roamer, mais vraiment il a ce côté où il a des fondamentaux défensifs que je trouve vraiment géniaux. Il est quasiment ambidextre pour contrer. Il se place super bien, il s'oriente super bien, il a une envergure géniale, il est très puissant, peut défendre aussi sur post. Bon, ça n'existe plus trop, mais en NBA, mais sur post-up, il est vraiment super. Et ouais. En attaque, très bon joueur de main à main et bon passeur. Donc, ouais, moi, je voulais un peu le sortir du chapeau à un moment parce que je l'adore aussi. Mais on a été pris de court, je crois, par nos amis les GM. Et on passe désormais au GM des Rockets, à savoir Raphaël Stone. Et qu'avez-vous fait à Rich Shepard? Qu'est-ce que vous lui réservez là? Alors justement, j'allais commencer par là. J'étais super content de mon choix l'année dernière. J'ai pris un mec, meilleur shooter de l'histoire récente de la NC, en tout cas par les métriques, super scoreur. Je me suis dit, bah attends, c'est super, on a une attaque qui est pas folle, notre défense, on est plutôt bien, et bah je vais donner ça au coach. Le coach, il a pas trop aimé, et il m'a un petit peu bazardé mon projet. Donc, ma commande, elle est assez claire, puisque j'ai bien compris que mon coach était assez peu tolérant avec les mecs qui étaient négatifs en termes d'impact en défense. Il me faut un mec qui peut rester sur le terrain défensivement. Donc, si on le fait rentrer, notre défense reste élite. Si c'est un mec qui est capable de jouer hors ballon autour de Sengun, c'est sympa. Mais c'est pas mon profil, c'est pas le profil le plus important offensivement. Offensivement, s'il est capable d'avoir un petit peu le ballon et de créer un peu, c'est top. Parce que Fred VanVleet, on sait pas trop ce qui va se passer. On a bien vu que donner beaucoup de ballons à Jalen Green en initiateur, c'est pas l'idée du siècle non plus, mais on a notre valve de secours Alperen Sengun qui fait que bon, mine de rien, on n'a pas besoin d'avoir un super créateur principal au poste 1-2. Donc, si je dois résumer ma commande, un mec qui peut tenir un petit peu le ballon et qui surtout peut rester en défense sur le terrain et qui n'est pas négatif de ce côté-là du terrain. D'accord. Bon, bah évidemment, je pense qu'il y a encore VJ Edgecombe, même si, comme dit, ça va être plus un profil de connecteur. Après, c'est vrai que sur les créateurs d'attaque, je sais pas ce que t'en penses, Matt, mais Fears, pour moi, ça rentre pas du tout à Houston. Parce que pas de spacing, c'est ça? Parce que pas de tir? Pas de défense. Il va jamais jouer là. Et bah voilà, mais Fears, ça me paraît bon, vous me l'avez bien vendu. Alors, en vrai, selon moi, de ce que j'ai bien compris de ce dont vous parlez, on peut aller assez vite parce que pour moi, VJ Edgecombe. Alors, est-ce que ça fait pas redondance avec les profils de super athlètes qu'on a déjà à côté? Mais en fait, je me dis, c'est pas très grave que ça fasse redondance. Au contraire, je pense que tu peux ajouter un outil à Ime Udoka. Et si j'ai bien compris, il a quand même un petit peu d'upside offensif, là où par exemple un Tari Eason on n'en a pas. Alors la taille est différente. Mais je me dis, bah, tu chopes encore un énorme athlète. Est-ce que, sur le porteur, c'est comment en défense? Moi, en fait, c'est très bon. Moi, il n'a pas une vitesse latérale exceptionnelle, je pense. C'est un peu son défaut athlétique. Mais il est très... Enfin, en tout cas, sur le film, il paraît très long avec une grande envergure. Au final, elle n'est pas si immense que ça. Mais moi, je l'aime vraiment bien sur le porteur. Et je sais que... Et après, off-ball, je sais que Matt a dit qu'il l'aimait bien. Moi, je l'aime bien depuis le nail. Mais je trouve que pour faire les close-out, pour rentrer en rotation, il est beaucoup moins fort. Mais quelque part, Houston joue presque une zone. Bah ouais, c'est ça. En vrai, tu me dis, un défenseur très intéressant depuis le nail à Houston, c'est un peu ce qu'on veut faire. Donc je pense qu'on peut aller assez vite là-dessus. Et puis, let's go, VJ Edgecombe. Maintenant que j'ai pris ma décision, il faut aussi parler que les Rockets peuvent trader Speak aussi. Et quelle est la probabilité pour que dans la vraie vie, et non pas une draft, on ait un peu des hipsters, VJ Edgecombe descende aussi bas? Bon, c'est impossible, je pense. Ok. Pour moi, il passe pas le pick 7.
Ouais, et encore, j'ai l'impression même le 5, enfin, il y a quelqu'un qui va le prendre avant. Ouais. Je pense que les Hornets le prendront s'il est dispo. Ouais, j'ai l'impression, et j'ai même l'impression qu'il va pas sortir du top 4 ouais, actuellement. Ok, donc ouais, c'est pour ça on peut aller assez vite, mais On est vraiment des pipes. l'idée est quand même un peu sympa. David Edge combat Houston. Bah, très sympa. Non, mais après, je sais qu'avec Matt, je pense on est un peu d'accord que personnellement, on le drafterait pas forcément top 4 ou top Non, 5. ça c'est sûr, ouais. Ouais, moi c'est pas, je le vois souvent, les gens le mettent très haut. Moi j'ai toujours un peu du mal parce que oui, on voit les forces, mais il y a quand même temps pareil, la défense. Alors je pense que ça va venir aussi avec le temps. Faut pas oublier que il est très jeune, hein. Mais il manque un peu de régularité, on va dire. Moi, il y a eu plusieurs matchs où sa technique de close-out, elle est pas bonne. La navigation d'écran, moi, je l'aime pas du tout. Il meurt un peu sur les écrans, donc c'est peut-être des choses à travailler. Mais c'est vrai qu'il y a des gros flashs où une défense individuelle, quand il n'y a pas d'écran, là, je le trouve très bon. Et même quand des fois, il faut venir en protection de cercle, il y a deux trois matchs là où tu dis, ah oui, c'est quand même, quoi. C'est intéressant. Tu sens il y a des outils, il y a des choses à travailler, en tout cas. Ils aimaient bien aussi le mettre, comme dit, dans une zone 2-1-2 là au milieu là. Et du coup, il avait un peu plus trop la responsabilité off-ball et il pouvait juste un peu surgir. C'était pas mal, mais je pense qu'on a un peu ce truc de se dire, bah, c'est un athlète qui s'est relativement bien shooté, même si on est d'accord, c'est que du catch and shoot et pas du tir en mouvement pour l'instant. Mais du coup, on a un peu ce truc de se dire, bon, bah, le handle, il peut le développer, etc., 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 quoi. Mais bon, je pense que c'est un raccourci qui est un peu Ouais. trop rapide, justement. Ouais. Ok. Euh, On to the next one. On to the next one, Ouais. in Portland, Portland. in Oregon. Vous voulez une stat marrante? Non. Bah si, bah, de toute façon c'est mon moment. J'ai la 3e fréquence au cercle, j'ai la 25e réussite au cercle. Est-ce que vous pourriez m'apporter du jus offensif ou du spacing s'il vous plaît? Mais du coup, la question c'est est-ce que vous croyez encore à Scoot Henderson ou vous voulez remplacer votre créateur? Genre niveau création, quand j'ai un choix de Enfin, draft... Scoot Henderson, Anthony Simmons et Shadon Sharp, quoi, Alors, grosso modo. Anthony Simmons va sûrement... Ah, j'allais dire, elle va être tradée au Magic, mais pas du tout, parce que Desmond Bain est au Magic. Donc peut-être qu'Anthony Simmons va rester un peu dans le coin plus longtemps. Mais dans tous les cas, on arrive à un moment de la draft où j'ai peu confiance de trouver un créateur, ou à part un mauvais créateur, entre guillemets. Mais par contre, je me dis peut-être que il y a un monde où je peux trouver quelqu'un qui va m'apporter ce petit quelque chose off-ball qui me manque tant pour vraiment transformer En fait, je mets de la pression au cercle, mais le problème, c'est que c'est une pression qui n'est pas exercée dans un espace assez grand pour faire casser la coquille défensive. Et donc, j'ai mes matraqueurs de cercle, mais j'ai pas mon espace pour les optimiser. Défensivement, j'ai pas forcément besoin de quelqu'un qui soit incroyable parce que j'arrive déjà à avoir une défense au-dessus de la moyenne par mes schémas et par aussi certains freaks que j'ai dans mon effectif, notamment Toumani Camara. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est quelqu'un qui soit, au pire des cas, un tout petit peu négatif, voire neutre en défense. Je me fais pas trop d'illusions, mais qui m'apporte du spacing. Voilà ma requête. Du space. Exactement. Ok. Ben là, pour le coup, je pense qu'il y a pas mal de choix. On peut faire un peu ping-pong, Matt, mais du coup, tu as parlé de Jace Richardson. Mm. Moi, j'ai envie de parler de Nick Clifford, qui est je crois que c'est un super senior, donc il a déjà 23 ans. Mais pour le coup, on sait déjà le joueur qui va être un peu. C'est un poste 2-3, on va dire, enfin en gros un ailier quoi, dans la NBA moderne. Et qui est un super connecteur, euh, capable de créer un peu, qui est pas négatif du tout défensivement. Et qui, cette saison, pour vous dire les stats, était à 38% à 3 points sur 5 tentatives par match, donc c'est vraiment pas mal. Et je pense qu'on a vraiment 78% au lancer franc aussi. Et puis un historique vraiment pas mal avec lui. Mais pour le coup, c'est un profil défenseur aussi plutôt on-ball, mais déjà 23 ans et il n'y a pas
pas vraiment d'énormes créations non plus, et c'est pas non plus un sniper, c'est pas un shooter en mouvement non plus. Après, Toumani Camara, et il était pas très jeune quand je l'ai drafté, j'en suis très content. Donc potentiellement, c'est pas quelque chose qui va moi, en tant que GM, me poser trop de problèmes. Du coup, n'oubliez pas Jay Richardson non plus, et Ouais. Matt, est-ce que tu Et as puis bah il y a notre ami Ace Bailey hein, qui est toujours disponible sinon. Ah oui, Non, merci. Non. non mais... non mais la Parce que ouais du coup bah non mais en vrai comme je disais en termes de spacing si tu l'utilises bien ça peut être intéressant. Hein. Voilà, ouais, au bout d'un moment, je pense que c'est... Je pense que t'es quand même un peu obligé de le prendre. Ouais. Après, moi j'ai d'autres noms, sinon vraiment si on veut se la jouer hipster, si on veut aller jusqu'au bout, non, je vais le garder un petit peu, enfin non, allez, je vais le dire, mais moi sinon j'aime beaucoup aussi Walter Clayton Jr. qui a été champion avec Florida cette année, MOP, et du coup bah, déjà il connaît le chemin, ça pourrait être une super plus-value dans votre effectif, et pour le coup je pense qu'il a comme on dit, a case, il a un dossier pour être un des 3 meilleurs shooters de la draft aussi. Après, c'est vrai que pour le coup, on a un joueur qui défensivement est assez négatif. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple un Peyton Pritchard, mais je pense qu'on peut un peu se situer là-dessus, mais c'est pas tout à fait le même joueur. Mais voilà, le problème c'est plus la défense avec lui, je pense, même s'il est assez costaud. C'est difficile. J'ai l'impression que le profil est un petit peu le plus... qui remplit le plus de cases de ce que je recherche, ça va être Nick Clifford. Ok. Dans ma volonté d'être compétitif rapidement finalement, parce que dès cette saison, au final, malgré on m'avait annoncé faire du tanking et au final me voilà déjà aux portes du play-in. Donc je pense que je vais faire confiance au précédent projet à l'aile qui était plutôt âgé quand je l'ai drafté, qui était Toumani Camara, et je vais aller sur du coup le shooter. C'est pas forcément c'est pas le meilleur shooter de la draft. C'est pas le meilleur shooter, mais c'est celui qui propose peut-être le plus de versatilité de ce que j'ai compris. Et c'est aussi le moins de compromis. C'est celui peut-être qui rentre le plus dans ces schémas, peut-être même défensifs off-ball que je vais pouvoir avoir. Et de le mettre à côté aussi d'Anfernee Simons, Toumani Camara, Jeremy Grant, tout ce que je vais avoir peut-être à l'aile à côté. Et toujours dans le développement aussi de quel intérieur sur lequel je vais jouer, parce que j'ai Klingan, mais j'ai aussi Ayton qui se développe petit à petit plus en rim runner et rim parfois protecteur dans ses meilleurs jours. Donc je me dis que c'est le profil qui semble le plus correspondre à l'idée que je suis en train de créer de mon équipe. Ok, mais bon, si vous voulez vraiment booster le spacing, je pense que Jace Richardson ou Ace Bailey restent des... Mais est-ce que je peux faire jouer... Est-ce que je peux faire jouer Jace Richardson et Scoot Anderson? Est-ce que je peux faire jouer Jace Richardson et Anfernee Simons en même temps pour garder ma défense? Ou est-ce que Jace Richardson, ça risque pas d'être trop négatif en défense? Bah, c'est un peu le risque, par contre. C'est sûr que ça te fait un backcourt très très petit. Et Ace Bailey, du coup, est vraiment plus jamais dans l'équation, quoi. il va pas du tout être pris, je sens. Bon, mais bon, avec... Azad, on a perdu Azad, en plus. C'est magnifique. Mais en fait, j'ai du mal à me projeter avec un joueur qui, quand on lui demande s'il prend beaucoup de mauvais tirs, il dit que c'est pas des mauvais tirs parce qu'il travaille dessus. Et j'ai un peu du mal à me projeter dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai compris du joueur, que ce soit à Portland ou, entre guillemets, n'importe où ailleurs, parce que j'ai l'impression que c'est pas un joueur qui correspond à ce que... Il y a pas... En fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait de la valeur ajoutée. J'ai l'impression qu'on me dit qu'il pourrait y avoir de la valeur ajoutée si on arrive à lui faire comprendre certaines choses, mais... c'est pas forcément entre guillemets ce que j'ai la possibilité de faire et je suis même pas sûr que ça me fonctionne. Alors qu'arriver au 12e, peut-être qu'arriver genre au 28e choix de draft, ça va faire comme Isaiah Coley l'année dernière, il y a un mec qui va se dire bon, foutu pour foutu, je vais peut-être quand même tenter le truc. Mais si ça paraît aussi dysfonctionnel dans la valeur ajoutée, c'est quelque chose qui est hyper important en NBA et qui va chercher partout. Et j'ai l'impression du côté d'Ace Bailey, à part arriver à lui faire changer pas mal de choses dans son approche, on n'aura nulle part. Du coup, je préfère d'aller chercher Nick Clifford.
Ah, j'allais dire, est-ce qu'on peut pas tenter un putsch pour Jace Richardson? Bah, j'ai trop de problèmes avec la Franchement. défense parce que si vous me dites un shooter d'élite off-ball, j'ai envie de vous dire, j'ai déjà à Fernie Simmons entre guillemets. Bah, pour moi, il y a aussi ce côté un petit peu connecteur, attaque de close-out, pas mal finisseur. Redis-moi aussi. sa taille. Voilà. Parce Ouais, que non, si tu veux connecteur, s'il peut pas passer par tous Mais les il bras des mecs qui sont autour de lui, il va Bah, connecter. justement, il a Ah. 2 mètres d'envergure. Donc, Ouais, il joue ça, quand même un peu par plus contre, grand moi qu'il j'y n'est. crois quand même, le fait qu'il. Ouais. Ouais, bah, il 70% de finition au cercle, puis comme j'ai dit, il y a un côté un peu. Il va chercher les angles des lay-ups, Ok. et il se contente pas juste de. C'est un peu le défaut qu'avait Edgecombe, il se contente pas juste de s'appuyer sur ses qualités athlétiques pour terminer. Et donc vous avez plus envie d'un Jace Richardson que d'un Nick Clifford pour Portland. Bah, perso, oui, parce que je pense qu'il peut vraiment apporter beaucoup plus de spacing, quoi. Ouais, puis je pense qu'il y a plus de talent, il y a plus quand même d'upside que. Alors Clifford, je l'ai pas vu, mais c'est vrai que quand tu regardes les mocks. Ouais. Ok. Bon, je vais revenir sur mon choix et je vais vous faire confiance, les petits loulous, les petits scouts, et je vais ajouter du spacing avec Jace Richardson. Trop bien, trop bien. Et bien, passons à la franchise de Michael Jordan. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Il joue vite, à Chicago. D'après Il les joue vite. métriques, ça joue vite. Hein. Il joue vite. Kobe White, votre chouchou. Alors. Votre chouchou Kobe White. Alors, j'ai On est toujours totale sur un projet confiance. Kobe White All-Star. J'ai totale confiance en Kobe White et puis j'ai aussi totale confiance en Josh Giddey. Donc, Ça part mal. oui, disons, ouais. Après, il n'y a pas grand monde non plus à qui faire confiance dans l'effectif. Donc, j'ai Mathias Bulzelis, ma première pierre de ma future reconstruction, amorcée. Si on fait vraiment du drafting bête et méchant, le mec le plus remplaçable et immédiatement remplaçable dans mon effectif, c'est Nikola Vucevic. J'ai bien pu comprendre qu'il y avait quelques potentiels remplacements. Maintenant, est-ce que vous avez un mec qui mérite que je ne fasse pas ce remplacement facile, c'est-à-dire prendre un 5 qui peut défendre sur du drop, qui peut pallier à mes problèmes de rim protection, et qui offensivement peut offrir une menace de lob à nos amis Josh Giddey, et peut-être que si j'ai un intérieur qui va faire du lob, peut-être que Kobe White va commencer à passer sur ces pick and roll. J'y crois pas trop, mais bon, peut-être qu'on va essayer. Donc, en fait, ma question c'est, est-ce que ce choix au fit de prendre un 5 vous paraît bon? Et sinon, qu'est-ce que vous avez comme profil plutôt au niveau des wings, puisque, encore une fois, je suis assez content de ma rotation extérieure. Donc, qu'est-ce que vous avez du wing qui peut mériter de ne pas faire ce remplacement au poste de 5 assez facile? Moi j'en vois deux, hein. En plus ils font que descendre. Bon, on en a parlé, il y a déjà Bailey qui est toujours Ouais, dispo. j'ai bien compris. Et Je sinon, pense il y a- que je vais devoir le prendre. Sinon, il y lui. a- Qui Ouais, va sinon- être sinon, celui qui t'as- prendra Bailey? Sinon t'as Malwash qui est toujours disponible, qui répond bien aux Ouais. critères que t'as dit, défense de drop, un peu de protection de cercle et puis gros finisseur en lob. Donc là Menace pour le de coup lob, ouais. il rentre parfaitement dans le moule, donc moi je vois bien ces deux-là. Ouais, mais la Est-ce que- question est-ce que du je moule, peux- je suis d'accord, Matt, et c'est pour ça dans ma description que je pensais vraiment clairement à Malwatch. Mais en fait, est-ce qu'aujourd'hui au Bulls, il y a un moule dans lequel il faut faire rentrer quelqu'un? Est-ce qu'il faudrait pas dynamiter le moule? Voilà. Et c'est là qu'en fait le S. Bailey, bon, au final, j'ai l'impression que ça m'a l'air d'être un mec qui va casser le projet. Est-ce que je peux me la jouer hipster un peu? Mais ou bien pas? sûr, Baptiste, donne-moi un mec dont personne n'a entendu parler encore. Danny Wolf. Non, Danny Wolf, c'est mort. Non, j'ai des choix de hipster. En fait, ça m'a fait tilt quand t'as parlé d'elle. Alors, déjà, je m'excuse, hein. Je sors un peu du roleplay, on va dire, même si on se régale. Mais je sais qu'il a annoncé très très haut. Mais Noah et Sangué, personnellement, j'ai pas vu. J'ai pas pu voir. Donc, on va faire comme si Noah et Sangué n'existaient pas, malheureusement, même si, bon, de toute façon, notre draft est un peu caduque, mais c'est aussi une histoire de pouvoir parler des franchises et des directions à prendre. Ceci étant dit, il y en a un qui, pour moi, peut être un peu un pari,
dans les ailes et sur lesquels je me suis beaucoup renseigné récemment, mais mon scouting report n'est pas encore complet. Donc voilà. Il s'appelle Adou Thiero d'Arkansas. Et pour le coup, c'est vraiment un athlète, on va dire, un peu suprême, dans le sens où il fait 6'6", mais il a une envergure de 7, donc de 2,13 m, quoi, en gros. Et c'est vraiment un défenseur qui est, je pense, on-ball de ce que j'ai vu, très très impactant, parce qu'en fait, c'est un athlète qui est il est extrêmement costaud, et il est extrêmement complet, en fait, athlétiquement, dynamique, vitesse latérale, etc., etc., verticalité aussi. Et il a vraiment des super stats de style et de block percentage. Mais surtout, moi, ce qui m'intrigue avec lui, c'est deux choses. Comme ça, on va jusqu'au bout du hipster. C'est de 1, allez, trois choses, mais c'est 1 et 2, ça va être sa rim pressure. On parle d'un joueur qui est à 66% au cercle sur demi-terrain. 66% au cercle sur demi-terrain et 74% au cercle tout court, qui a un free throw rate de 59%. Donc vraiment, en gros, c'est une machine à attaquer contact et à attaquer le panier. Et la deuxième chose qui m'intrigue, c'est un article que j'ai lu là sur lui, c'est qu'en fait, c'est un joueur qui, sur ses dernières années au lycée, en fait, était tout petit, il faisait 1m75 et il a grandi extrêmement tardivement. En fait, il a un passé de guard et c'est un joueur qui en fait, la grosse question, c'est le tir. Il a 21% à 3 points cette année, mais il en prend quand même quelques-uns. Et en fait, le truc, c'est que il y a ses mains qui ont grandi extrêmement tardivement aussi. Et avant qu'il grandisse, c'était plutôt un shooter hockey. Et du coup, j'ai vu notamment son ancien coach de lycée en parler, qui disait que c'était aussi en tout cas qu'il l'utilisait comme un bon shooter avant la fac à Arkansas, et je crois qu'il avait commit à Kentucky aussi. Donc voilà, c'est un gros pari, mais je me permets de le lancer, quoi. Ok, donc tu me conseilles d'abandonner le projet Patrick Williams, quoi. Ah bah là, athlétiquement, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, non mais d'accord. Ok, Matt, je veux bien une second opinion sur Abou là. Moi, je t'avoue que je l'ai pas vu Adou. plus que ça. Adou, Donc, pardon. je risque de me tromper. C'est vrai que j'en ai vu parler juste comme ça. Il y a Jasper, j'ai vu qu'il avait posté 2-3 clips. Après, c'est vrai que quand tu regardes les mocks, il est attendu quand même vachement bas, plutôt même début de second tour. Mais bon, après, on peut. Moi, c'est vrai que je pourrais pas te donner mon avis. J'ai pas vu plus de films de lui. Ok, j'apprécie vraiment le petit plugin de hipster de Baptiste. C'est pour apporter un peu de Non mais suspense, hein. de ouf, t'es mon petit scout enfin franchement si je devais être dans Moneyball, je te prendrais toi, avec tes idées un peu sorties de nulle part. Il manquait juste un truc genre ici get Sunbase et vraiment t'avais le poste. Euh, j'ai quand même du mal à ne pas aller dans la facilité. Enfin du coup non, pas la facilité. La facilité pour moi c'est de prendre Malwatch. Parce que c'est Ouais. un mec qui va rentrer dans le moule et voilà. Mais il nous reste quand même Ace Bailey qui, si j'ai bien compris, a quand même un upside assez intéressant. Il me faut un peu de scoring quand même sur les ailes. Donc vraiment le profil me paraît difficile à ne pas prendre. C'est un peu la même réflexion qu'avec VJ Edgecombe en fait, c'est qu'il tombe tellement bas que Let's Go et Ace Bailey quoi. Allez, bah faisons ça alors. Faisons ça. Ace Bailey à Chicago. Et on arrive chez tes chouchous d'Atlanta, Azad. Ouais, exactement. Et qu'est-ce qu'il faudrait à Atlanta? À Atlanta, on a un porteur de balle. On a des ailiers qui défendent le fer. Bon, il y en a un sur trois qui apporte un vrai spacing. Mais en gros, l'idée, c'est soit vous me proposez une alternative à Dyson Daniels, Zachary Zaché et Jalen Johnson. En gros, vous me proposez le quatrième larron, qui fait que il y aura toujours deux ou trois de ces gars-là sur le terrain, et vous me proposez un profil qui fitera bien, soit quand il y a Zachary et Jalen Johnson, soit quand, enfin, bon, vous avez un peu compris l'idée. Il me faut soit mon quatrième wing,
qui va voilà, un peu. Ou alors sinon je vais mettre Sadik B, mais je pense qu'il y a peut-être moyen de faire mieux. Et alors, sinon, ce qu'il me faudrait, c'est un rim runner. Parce que la seule fois de ma vie en tant que GM, enfin même pas en tant que GM vu que Landry Field s'est fait virer, mais la seule fois où on a vu Trae Young être compétitif avec les Atlanta Hawks, bon, c'était aussi quand il était en surchauffe à 3 points, mais c'était aussi quand il avait un super rim runner à côté de lui. Donc s'il vous plaît, si vous n'avez pas un wing à me proposer, filez-moi un rim runner. Très bien. Bah, du coup, en rim runner, on a Malouak qui est voilà, hein, une menace de lob. Là, pour le coup, je pense que ça fait longtemps que Trae Young n'en a pas eu une comme ça. Et défensivement, comme dit, je pense que c'est pas un 10 sur 10 du tout, mais c'est peut-être un 6, un 7. Voilà. Le profil matche bien. Est-ce que tu as d'autres choses à proposer? Moi, j'ai quelques idées en tête, je t'avoue, mais est-ce que tu as d'autres idées, toi? En wing, ouais, t'en as parlé tout à l'heure, il y a Fleming qui pourrait être intéressant. Après, c'est vrai que là, on arrive dans les profils que j'ai beaucoup moins vus, donc mon avis va se compliquer. Mais c'est vrai que Malouache, pour moi, fait tellement sens que je crois que moi, quand j'ai pris mes notes, je l'ai mis direct à Atlanta parce que, alors je me suis dit, je suis pas sûr qu'il va descendre aussi bas. Je pense qu'une équipe va le tenter avant, mais ou peut-être que Atlanta va trade up. D'ailleurs, ce serait pas une bêtise parce que je trouve qu'il fait vraiment sens. Comme tu as dit, Young, il a besoin d'une menace de lob. Là, t'en as une servie. Puis tu as peut-être un pari aussi à tenter avec lui. C'est un joueur qui a commencé le basket très tard. Donc il y a peut-être un upside aussi, on sait pas. Des fois, on peut être surpris. La défense, ouais, est pas, comme on l'a dit, est pas ouf, enfin, est bonne, mais on pourrait s'attendre à mieux. Disons que je pense qu'on est déçu parce qu'il fait il a une envergure interminable et il est hyper grand, donc on pourrait s'attendre à vraiment un protecteur de cercle ultra élite. C'est pas trop le cas, mais en tout cas, je pense que pour Atlanta, le besoin est tout trouvé. Et du coup, sinon, il y a Nick Clifford, mais qui va être un peu moins impressionnant défensivement. Et ouais, il y a Rashir Fleming, pour moi, c'est un peu l'autre qui cochait les cases dont tu parlais, Azad. Et pour moi, Fleming, il a un peu une carte un peu magique. C'est qu'en fait, il a des mensurations, qui sont tellement immenses que je pense que par moment, ça peut aussi être ton small ball 5, en fait. Ton small ball 5, parce que même c'est un joueur qui, défensivement, est bien meilleur en tant que lowman, en tant que protecteur de panier, que depuis le nail ou des choses comme ça, parce qu'il est un peu tellement costaud qu'il est un peu lent sur ses appuis, technique de close-out pas terrible, etc. etc. Donc ouais, moi, c'est les deux choix que je verrais avec potentiellement, mais ça fait un peu moins de sens, je trouve, Isaiah Newell aussi, qui est plus un intérieur de switch, mais qui est beaucoup moins dans la verticalité et une menace de lob, quoi. Ouais, moi j'ai envie de verticalité, mais Fleming, tu peux me rappeler ses dimensions juste pour être sûr? Alors, Fleming, J'ai mon statistique qui me dit 6 pieds 8 avec une envergure de 7 pieds 5. Et je veux juste savoir si le mec il est tombé dans les pommes ou si c'est... Non, c'est ça, c'est bien ça. C'est ce que j'ai dit, c'est 2,25 m d'envergure, quoi. Ok, d'accord, tout à fait. Et du coup, lui, il peut tirer. Lui, alors, c'est un peu la question parce que, en fait, il a fait trois années dans la toute petite fac de Saint-Joseph. Je vais pas me tromper. Ouais, c'est ça. De Saint-Joseph. Et en fait, les 2 premières saisons, il tirait pas trop. En fait, il y a un peu une progression d'année en année. Mais les 2 premières saisons, il tirait pas trop. Et là, cette année, il a tiré à 38%. C'est pas une mécanique qui est forcément magnifique. Il a pas mal de mouvements, je sais pas comment on dit, mais c'est comme Josh Hart qui saute pas droit, quoi, en fait, concrètement. Mais en tout cas, dans le corner, je crois qu'il a un pourcentage de plus de 45% dans les corners cette année. Ouais. Après, je crois que c'est un senior, non, il me semble. Oui. Ouais, mais j'avoue que c'est kiffant. C'est kiffant, mais j'ai déjà des ailiers kiffants en termes d'envergure et de potentiel. Et Dieu sait que j'ai besoin d'un rim runner qui soit juste fonctionnel en réalité, parce que ça fait bien longtemps. T'imagines que t'arrives à un moment où John Collins te manque.
T'imagines où est-ce que tu peux en arriver dans ta vie pour que John Collins te manque? Et pourtant, c'est là où j'en suis. Donc, pour remplacer John Collins dans mon cœur, je vais prendre Malwack de Duke University. Ok, Désolé. et juste pour compléter sur Fleming, du coup je suis allé voir 29% la première année, 32% la deuxième année, 39% cette année, et en tout, si on prend un peu les 3 saisons, ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi un peu progressé au lancer franc. Mais bref, en tout, on est sur 35% sur un total de 338 tentatives. Voilà, donc c'est pas un non-shooter du tout. Et mon cœur est lourd. Mon cœur est lourd. Puisque je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'on arrive au Mais dernier ouais. pick de cette mock draft. Ouais. Mais je pense qu'il peut être fun celui-là. Pour rappel, je suis de nouveau à San Antonio. Et Bonjour. pour rappel, on a pris Dylan Harper avec le deuxième choix. Donc j'ai encore un guard. J'ai énormément d'ailiers. Je sais d'ailleurs pas trop quoi en faire de tout ce beau monde. Entre Harrison Barnes, entre Champagny, entre Keldon Johnson, entre Jeremy Sohan, entre Sandro qui apparemment est encore là. Bon, j'en ai beaucoup. Et j'ai pas trop envie de rajouter à toute cette incertitude. Et du coup, je me dis, bon, notre ami Zach Collins, c'est sympa. On a bien vu que Wembanyama, si tu voulais le maximiser, il fallait le mettre au poste 5. Donc, Zach Collins, l'idée de le garder pour être le mec à côté de Wembanyama, c'est pas forcément ça. Donc, est-ce que vous auriez encore, même si j'ai bien compris qu'il en restait un ou deux, des mecs qui peuvent jouer à l'intérieur, que ce soit 4 ou 5, c'est un peu égal. Des mecs qui peuvent peut-être jouer avec Wemby, mais aussi être le poste 5 quand Wemby est sur le banc. Des mecs avec un peu d'upside. Est-ce que vous en avez un ou deux? Je te laisse y aller, Matt. Ouais, il y en a deux. Hein. Il y a celui qu'on vient de parler, il y a Fleming. Je pense en plus, c'est celui que j'avais noté pour les Spurs. Je pense qu'il fait pas mal de sens quand même à San Antonio. En plus, si tu peux les associer de temps en temps ensemble les deux, ça peut vraiment faire C'était ma question. une super braquette défensive. Ouais, c'était ma question parce que là, on va quand même frôler les 5 mètres d'envergure, quoi. Ça va être sympa, hein. Ah, c'est vrai. Et en plus, si t'as le shoot qui se développe bien, ça peut être cool, quoi. Au moins, tu détruis pas ton spacing. Au moins, tu peux même faire des séquences en 5-out avec Wemby, donc ça peut être sympa. Ok. Sinon, il y a Isaiah Newell. C'est pas le joueur que j'ai le plus vu, mais alors lui, t'auras pas trop de shoot, même si je crois qu'il shoot un peu, mais il a une mécanique un peu bizarre. Par contre, en protection de cercle, c'est pas mal. C'est un joueur assez intéressant. Plus de switch, mais qui est pas mal. Sinon, après, on va vraiment rentrer dans les joueurs que j'ai pas trop vu. Peut-être Noah Penda, je sais pas, je sais qu'Azad l'a pas mal vu, mais ça pourrait être un profil aussi intéressant. Noah Penda, je me dis, j'ai déjà des postes, j'ai déjà des ailiers qui tirent pas, qui défendent assez bien. Est-ce que je peux vous sortir quelque chose du chapeau, monsieur? Moi, Baptiste, j'aimerais bien que tu me fasses un choix de Homer, s'il te plaît. Enfin, que tu me proposes quelque... Vas-y, je t'en prie. Est-ce que vous me faites confiance? C'est moi qui décide, donc je fais confiance, mais je contrôle. En gros, juste avant, j'ai failli vous convaincre. Je pense que cette fois-ci, je vais vous convaincre parce que moi, il y a un pic en 14 dont je rêve vraiment. En gros, prenons Victor Wembanyama, qui est quand même le centre du projet des Spurs, n'est-ce pas? Oui, je confirme. Je suis en capacité d'affirmer ça. Victor Wembanyama, qui est quand même une partie de son jeu qui est intéressante, c'est que c'est potentiellement un porteur de balle de 2m24. On est d'accord. Ok, jusque-là, on est d'accord. Et il y a quelque chose qui me frustre énormément sur ces 2 premières saisons. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, notamment sur une émission francophone qui s'appelle le Basket Lab. C'est les pick and roll inversés de Victor Wembanyama. Est-ce que vous me suivez toujours? Est-ce que tu vas nous proposer un mec qui fait du pick and roll inversé? Et en fait, pour moi, il y a quelque chose qu'il n'a jamais eu, Victor Wembanyama, dans ses pick and roll inversés. C'est un poseur d'écran qui tire à 3 points.
Et pour moi, il y a un joueur, comme j'en ai déjà parlé un peu rapidement avant, qui s'appelle Walter Clayton Jr. Et j'en ai parlé rapidement avant parce que je voulais le sortir maintenant à ce moment-là. Ouais. Qui en fait est le meneur titulaire, comme on dit, champion NCAA avec Florida. Et qui en fait est à 22 ans, donc il est un peu âgé, mais qui en réalité est un joueur qui peut tirer en mouvement, qui a ce côté vraiment sortie d'écran, je me replace, je place bien mes pieds, etc. Qui a aussi le pull-up sur le pick and roll, qui sur le pick and roll peut aussi un peu passer au-dessus, voilà, qui peut être potentiellement un bon connecteur, qui est assez costaud et qui peut un peu faire du drive and kick. Et défensivement, il est vraiment pas très concentré, mais en sortie de banc, ça peut être un super atout parce que, comme dit, je pense que vu qu'il a la musculature et qu'il est assez puissant, et ben ça donne un joueur qui n'est pas forcément un mismatch ambulant. Et je trouve que le duo de pick and roll, potentiellement avec Wemby par séquence, ça peut vraiment être un peu un côté dynamite qu'on n'a pas encore à San Antonio. Et moi, ça me plaît beaucoup. Ouais. Alors en plus à San Antonio, drafter des mecs un peu vieux, c'est pas un souci. On sait faire ça. Et là, tu mets quand même un peu dans l'embarras. La première chose à dire, c'est bravo parce que alors par contre, écoute tes boss la prochaine fois. J'ai dit pas de meneur. J'ai dit pas de meneur parce que là, ça va commencer à devenir vraiment compliqué pour mon pauvre coach là. En plus, San Antonio sont pas trop fans de lui. Ils ont pas compris que... Enfin bref, on s'en fout. Mais du coup, est-ce que... La question du coup c'est ça. Est-ce que sa capacité à faire des pick and roll inversés avec Wembanyama est suffisante pour se créer un casse-tête en termes de rotation à l'extérieur, plutôt que de prendre le choix qui me paraît assez safe, qui est de Rasheed Fleming, parce que parce que 5 mètres d'envergure. Parce que 5 mètres d'envergure, Parce que 5... juste pour voir comment ça fait. Et puis le potentiel tir, quoi. Vous m'avez parlé de tir, un mec qui peut jouer poste 4 et poste 5 à côté de Wemby, ça me paraît quand même très très sympa. C'est vrai. C'est vrai, moi je pensais pas que Fleming il tiendrait aussi longtemps en fait. En fait, j'avais fait aucune mock draft dans ma tête, mais je pensais pas qu'il resterait aussi longtemps, j'avoue. En vrai, j'apprécie le petit gadget que tu m'as donné. Je sais pas si Matt t'avais encore un truc sur ce débat. Sinon, il y a toujours dans un profil petit, il y a toujours notre ami Jace Richardson qui est toujours là, qui peut. Non, qui a été pris à Portland. Du coup. Ah, il a été pris lui. Ah oui, il a été pris, pardon. C'est Nick Clifford qui est pas prêt. Ok. Alors, okay. Sinon, il y avait celui que tu parlais tout à l'heure, Adou Thiero. Alors, on n'est pas sur un petit, mais très efficace au cercle. Donc, je me dis aussi, dans des pick and roll avec Wembanyama, ça peut être intéressant, pick and roll entre gros. Ouais, je vais tenter une petite. Je vais tenter l'expérience avortée avec John Henson et Giannis Antetokounmpo. Et attends, est-ce que j'ai une dernière proposition? Si c'est pas Joan Bérenger, ça va mal se passer, Baptiste. Désolé, malheureusement, j'ai pas accès au match en Slovénie, perso. Mais bon. Non, c'est Maxime Reynaud. Reynaud. Oh, non, Baptiste, pas maintenant. Ouais, non. Bah, le truc, c'est que si on veut de l'envergure, on prend Fleming. Enfin, je dis on comme si... Ouais, je suis l'assistant... je suis l'assistant GM. Je suis l'assistant stagiaire. Mais si on voulait de profil envergure, on voudrait quand même peut-être quelque chose de plus dynamique avec Fleming. Et c'est vrai que, bon, après, Clayton Jr., ça fait un peu rêver sur le pick and roll inversé, mais j'ai peur que mon GM soit pas assez courageux pour faire ce choix-là. Et du coup, j'ai l'impression qu'on va aller vers l'envergure. Bon, après, je sais pas. Hein. Je pense pas que vous allez avoir un CDI après votre stage. Hein. Oui, mais je sais pas si t'as remarqué, mais les CDI et moi, ça fait un moment qu'on s'est serré la pince et qu'on s'est dit ciao. Les gars, j'ai retrouvé le nom du mec que je voulais dire avant. C'est John Hammond qui avait ce qui fait avec l'envergure, qui à Milwaukee puis au Magic. Let's go Rasheed Fleming. Si j'ai bien compris, c'est un peu un mec qui est sorti de nulle part et j'aime bien ça. Let's go Rasheed Fleming pour l'envergure, pour le potentiel tir à 3 points et pour une magnifique association avec Victor Wembanyama.
très très bien. Du coup, on arrive à la fin de la loterie. Je me suis bien marré. Et en 15, on a OKC, ensuite on a Memphis, Minnesota, de nouveau Washington, de nouveau Brooklyn, Miami, Utah, Atlanta, les Pélicans, OKC. En fait, et après, il y a 2 fois encore Brooklyn. Il y a énormément d'équipes qui ont 2, 3, 4 pics pour les Nets au premier tour. Déjà, merci à tous. J'ai envie de dire merci à toi, Matt. Et est-ce que, avant de finir, il y a potentiellement peut-être un joueur dont on n'a pas parlé, un feat qu'on n'a pas fait, que tu aimerais bien voir vraiment, genre en gros un pick que tu aimerais vraiment voir à cette draft 2025? Moi, j'avais noté au pick d'après, au KC, j'avais noté Yegor Demin. Parce que je me dis, c'est bien un truc qu'il serait capable de faire, d'aller chercher un grand qui s'est passé. Alors, ils sont moins quand même. Bon, est-ce qu'il aura du temps de jeu? C'est tout le problème, mais je trouve qu'il faisait bien un peu. Je trouve qu'il fitait bien un peu avec la philosophie de Presti, d'aller tenter un peu des paris comme ça, de mecs grands avec un potentiel sur une compétence, tu vois. Poku, Josh Giddey, C'est ça, ouais. ce serait la suite logique, quoi. Ouais, ok, c'est intéressant, Et il y a aussi le Cédric Coward aussi, que je sais pas pourquoi il fait que monter, on m'en a parlé à un moment donné, je suis allé voir vite fait, il fait un peu les mêmes mensurations que Jalen Williams apparemment. J'ai vu Ouais, des trucs sur lui Kawhi, passer ouais. aussi qu'on l'air. Enfin là, du coup, on regardait un petit peu en même temps à côté pendant que vous nous parlez des profils. Et c'est vrai que c'est le mec le plus haut dans celle que j'ai vue. Non, on n'a pas parlé Coward avec Danny Wolf. C'est les 2 profils peut-être dont on n'a pas pris, qui sont présentés avec Egor Denim un petit peu dans les top 14 quoi. Bon, apparemment, on a aussi du coup les 2 Français, Noah Essengue et du coup le deuxième, Ouais. j'ai son nom. Nolan Traoré, je Ouais, pense. Nolan Traoré, qui ont été invités à la Green Room aussi. Mais Ouais. sinon, ouais, c'était un peu les profils dont on n'a pas parlé. Et moi, en fit OKC, que j'aime beaucoup, on en a déjà parlé quand on avait fait l'épisode, c'est Noah Penda à la place de Kenrich Williams, quoi. Mais d'un autre Ah côté, oui, c'est vrai. Kenrich Ouais. Williams aussi apporte quand même une certaine intelligence de jeu pour sa taille qui lui permet de jouer beaucoup plus grand, entre guillemets. Mais je me dis peut-être que Penda pourrait être une meilleure assurance. Puis c'est surtout qu'au bout d'un moment, tous ces mecs-là qui ont été draftés il y a quelques années, il va falloir leur filer un vrai contrat. Alors que là, tu peux filer un contrat rookie, quoi, potentiellement. Pendant 4 ans, ouais. Pendant 4 ans. Et toi, FD, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plu pendant la mock ou je sais pas, un des petits que t'as scouté, que t'aimerais bien voir dans un certain environnement? Derrick Queen, Washington, c'est vrai que depuis qu'on en a parlé dans le podcast, j'y pense beaucoup et j'aime bien. J'aime bien. T'aimes bien. Ouais. Malwatch, je pense pas qu'ils descendent aussi bas, mais finalement, en fait, les Bulls, ça me paraît quand même assez bien pour son épanouissement personnel. Parce que typiquement, je pense qu'il peut jouer énormément tout de suite et puis être dans un contexte pas si horrible que ça. Et puis après, le troisième qu'on a fait ensemble, c'est Flag, donc là, il n'y a pas besoin d'en parler. Et puis le petit Con Knuppel que Azad m'a volé, je crois bien. Oui, bah oui. Moi, Tu l'as pris où, toi? Moi, je l'ai pris à Philly. Ah oui, il l'a pris à Philly. Je pense qu'au Hornets, c'est Hornets, ce très serait pas très mal. sympa quand même. Et j'étais un peu dégoûté qu'il me le vole. Et voilà. Moi, Hornets, Knuppel, j'adore le fit. Je pense qu'en vrai, Ah il ouais fit partout. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi, on a fait un Yaku Shonis au Jazz. Moi, Ouais. ça me plaît pas mal aussi, ouais, j'avoue. Et on l'a pas fait du coup, mais c'est vrai que un des trucs qui ressort le plus et qui se comprendrait le plus aussi, c'est Fears au Nets, qui je pense a de grandes chances d'arriver parce que ça reste un porteur de Ouais. balle assez jeune avec pas mal d'upside et donc ça pourrait faire pas mal de sens à Brooklyn, quoi. Fears, on l'a pas pris du tout en fait au final. Non, on l'a pas pris. Après, les gars, vous nous vendez un mec sans tir.
Sentir et qui défend pas, surtout. Moi, c'était ça, Bah, j'y avais je sais pensé. qu'il y en a, ils sont genre Ben Pfeiffer, je sais qu'il est hyper chaud sur lui, il est hyper haut dans son board, mais c'est vrai que moi quand j'ai vu, il est assez polarisant comme joueur, quoi. Il y en a qui l'ont haut, j'ai vu, il y en a qui l'ont très bas. Donc, moi j'ai pas été Ouais. convaincu en tout cas. J'y avais pensé pour Houston, mais comme vous m'avez dit qu'il défendrait pas, ou en tout cas qu'il rentrait Ah pas ouais, au non, c'est- standard Ouais, il défensif jouera de jamais. Udoka. Je pense que c'est le moins bon défenseur de tous les Ouais. gars dont on a parlé. Je pense que en tout cas sur leur rôle un peu extérieur, je pense que c'est le moins bon, quoi. C'est le moins bon. Mais bon, on va se tromper sans doute, hein, sans doute que la mock, je vais pas vous mentir, elle sera pas du tout accurate au moment voulu. Bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter à ce magnifique événement qu'on a passé, ces 2 heures qu'on a passé ensemble? Et bah merci en vrai, puis merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Et très chaud d'avoir tout simplement les retours quoi. Ou même envoyer vos top 14. Vos top 14. Envoyez vos top 14. Envoyez le FCG au top 14 pour une fois. Non, je sais pas, juste merci à Matt d'avoir participé, merci à Baptiste d'avoir organisé. Merci à FD d'avoir essayé et merci d'avoir pris Ace Bailey parce que moi je n'y aurais pas touché. Donc voilà, même Ace Bailey, on lui a fait une place dans notre cœur, c'est dire à quel point il y a de la place dans nos cœurs. Ouais. Et puis voilà, merci à tous. Ouais, merci les gars, Nos c'était cœurs, c'était super. Et puis à l'année prochaine en vrai. À l'année prochaine. Et l'année prochaine, on fait tout le top 30. Hein. Ouais, super. Allez, merci. Non, mais par contre, je finis. Je pense que je vais l'annoncer. Je pense que comme ça me forcera à le faire. Mais je pense qu'il y aura un live du premier tour sur la chaîne YouTube. Incroyable mais vrai. Si j'arrive à faire la technique, il y aura. Je sais pas qui y aura comme guest parce que Azad ne sera pas là parce qu'il a d'autres obligations, on va dire. Il a Ouais, d'autres oui, obligations. à part si je fais une insomnie, mais j'avoue que à 3 jours d'un marathon, si je Oui, peux et puis dormir, je voir prends. voir un show, appeler 20 mecs que tu connais pas. Mais en tout cas, je serai là. Matt, évidemment, si tu veux passer, tu seras le bienvenu. Il est temps de conclure, mais il y aura un live, il y aura des invités, il y aura des quiz, il y aura du drama, il y aura énormément de choses si j'arrive à tout faire. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci à tous pour tous les intervenants pour cette saison de scouting. FD, Matt, Flo, Titouan, Jasper. Tous ceux qui ont réagi dans les commentaires. Il manque Nous, pas un on vous scout dit- là? Il n'y a pas un mec à scouter? Quelqu'un? Attends, j'oublie quelqu'un. T'as oublié un scout qu'on a invité, ouais, pour Ah un profil en France. Azad. Et merci. Oui, mais t'es pas un invité. T'es chez toi. C'est pour ça. Mais voilà. Merci à tous. À bientôt sur le Dreamcast Show ou ailleurs. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.